Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Merci d'être présent pour cette grande soirée politique. Nous allons vivre ensemble le premier débat de la primaire de la droite et du centre. Public Sénat a prévu un dispositif exceptionnel pour suivre cet événement. Nos journalistes Delphine Girard et Mickaël Samès sont sur place pour recueillir les réactions des candidats et de leur entourage avant le débat. Pour suivre aussi les arrivées, bien sûr. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi pour analyser dans un premier temps avec de nombreux invités les enjeux de cette confrontation. Exercice inédit pour la droite et le centre. À 21h, place bien sûr au débat diffusé sur Public Sénat. Et puis, à partir de 23h30, eh bien, c'est l'heure du grand débrief suivi de paroles de jeunes. Les jeunes soutiens des candidats seront avec nous en plateau pour juger les différentes prestations de leurs champions. Voilà pour le programme chargé de cette soirée politique. Merci de la passer en notre compagnie. Je vais vous présenter mes premiers invités ce soir. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, directeur général adjoint de l'IFOP. Vous resterez avec nous tout au long de la soirée et je vous en remercie, Frédéric. Avec nous également Éric Fotorino, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia. Co-fondateur de l'hebdomadaire Le 1. Nous accompagne Christine Claire, bonsoir. Essayiste, journaliste. Et à vos côtés, Philippe Moreau-Chevrolet, communicant, bonsoir, et président de MCBG Conseil. Dans quelques instants, on va retrouver sur place nos journalistes Mickaël Samès et Delphine Girard. D'abord, peut-être un premier tour de table avant d'entrer. Frédéric Dabi, dans les détails de la préparation de ce débat, est-ce qu'on peut dire que ce premier débat va susciter beaucoup de curiosité? C'est un exercice inédit pour la droite et le centre? Oui, sans doute, c'est un exercice, vous l'avez dit Sonia, complètement inédit. Quand on connaît la tradition de la droite sous la Ve République, cette guerre des chefs, ces leaders charismatiques, la désignation qui se faisait par le RPR, par l'UDF, même si c'est une personnalité de droite, Charles Pasqua, qui en 1995 avait pour la première fois parlé d'une primaire pour départager les deux futurs adversaires, Édouard Balladur et Jacques Chirac. Mais l'intérêt, c'est ce côté complètement inédit, même s'il y a eu un modèle, la primaire socialiste de 2011, qui s'était plutôt bien passée, au cours duquel les débats avaient été plutôt polissés, courtois, quelques petits incidents, mais très très peu de choses. Ce n'est peut-être pas ce que nous aurons ce soir. Alors, on va poursuivre notre tour de table. On va se rendre sur place avec Mickaël Samès. Bonsoir Mickaël. D'abord, quelle est tout simplement l'ambiance sur place à moins d'1h30 de ce premier débat ? Bonsoir Sonia. Alors, à propos d'ambiance, écoutez, on vient tout simplement de voir l'arrivée de Nicolas Sarkozy qui a croisé dans les escaliers Jean-François Copé qui allait voir le studio. Et après, ça sera au tour de Nicolas Sarkozy, c'est au tour de Bruno Le Maire. Tout le monde est en train de se croiser, tout le monde est en train de se préparer, de se maquiller. Et nous sommes devant la loge de l'un des candidats. Il s'agit de Jean-Frédéric Poisson. Alors, on va tout simplement taper à la porte et voir s'il peut nous répondre à quelques questions. Bonsoir Monsieur Poisson. Bonsoir. On peut vous déranger 2 petites secondes ? Comment on se sent à 1h30 à peine du débat ? Très bien. Nous sommes installés dans de bonnes conditions. La production de TF1 et la haute autorité ont fait les choses comme il fallait. Nous avons de quoi nous mettre un peu à l'écart, commencer à se concentrer un peu avant l'événement de tout à l'heure. Et puis voilà, très très bien, très tranquille. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour... ces 2 heures, c'est presque un marathon. Oui, c'est presque un marathon, c'est vrai. Presque comme d'habitude, je n'ai pas modifié mes habitudes en fonction de cet événement. En général, je reprends les réflexions que j'ai eues ou conduites ces derniers temps. J'ai essayé simplement de faire tenir dans le format d'1 minute, qui est quand même contraignant, un certain nombre de choses que j'ai envie de dire ce soir aux Français sur tous les sujets que j'aborde pendant la primaire. J'allais vous dire, vous allez avoir une position presque originale par rapport aux 6 autres candidats. Ah, c'est sûr, oui, c'est original de fait, puisque je suis le seul à ne pas avoir été membre du gouvernement ou été aux affaires en mai 2012, lorsque nous avons perdu les échéances électorales cette année-là. Je suis le seul chef d'entreprise, probablement le seul à avoir connu l'épreuve du chômage chez mes parents ou moi-même, et le seul à avoir accompli un certain nombre d'autres choses dans ma vie qui font une expérience qui n'est pas un pédigré très épais en matière institutionnelle, mais une expérience de vie qui en vaut bien d'autres. Et pour se mettre au chevet de la France qui est en si grande difficulté, ça n'est pas moins utile, et même si c'est le contraire, c'est très utile, et plus utile peut-être que beaucoup d'autres. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, on vous laisse tranquille, c'est dans 1h30. On vous verra tout à l'heure à la télé, puis on essaie de vous retrouver quand même à la fin du débat pour voir un peu vos impressions. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Sonia, on va essayer de continuer notre parcours à travers les couloirs ici.
Merci Mickaël Samès. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette soirée. On va voir les arrivées du candidat Nicolas Sarkozy qui arrive également dans quelques instants. On va voir Bruno Le Maire, Christine Claire. Les candidats sont en train d'arriver. Même question d'abord, est-ce que vraiment cet exercice ce soir, il a ce caractère inédit? Voilà Bruno Le Maire qui arrive, décontracté. Oui, bien sûr qu'il a un caractère inédit pour la droite, on vient de le dire, Frédéric Dabi. Alors là où je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est quand même un haut risque, parce que moi je me souviens très bien des primaires socialistes et de Martine Aubry disant quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Au deuxième tour. Oui, enfin bon, ce sont des réflexions qui peuvent échapper et qui font très mal après, qui font du chemin et qui rendent le rassemblement très très difficile. Donc il va falloir naviguer pour les deux principaux, Sarkozy et Juppé, entre l'attitude ferme, la façon de se distinguer des autres et en même temps de veiller au rassemblement futur. Les autres, ça va être différent. Je pense que Copé et Fillon, ils vont pouvoir y aller carrément. Dans les détails. Oui. C'est donc le premier débat. Il y en aura deux autres. Malgré tout, Éric Fotorino, cette première confrontation ce soir, voilà, Alain Juppé qui arrive également et qui salue Thierry Solère, qui est la cheville ouvrière de cette primaire, et puis le staff, la direction de TF1, Alain Juppé qui arrive également. Alors, Éric Fotorino, les 7 candidats ce soir, est-ce que cette première confrontation peut peser sur le cours des choses? Ah oui, je pense que bien sûr, elle aura une incidence forcément. D'abord parce que c'est la première fois, c'est la première des premières fois. Il y aura un deuxième débat, puis un troisième. Là, c'est le premier. Et puis, il y a des enjeux un peu différents entre les 7. Il y a ceux, effectivement, que les sondages portent à la première et à la deuxième place. Il faudra voir si ces sondages, mais ça mon voisin est bien plus expert que moi, sont fiables au point justement, est-ce qu'ils mesurent des ordres de grandeur ou est-ce qu'ils sont suffisamment fiables parce qu'on ne sait pas quel sera exactement le corps électoral de cette primaire. Et je vous interromps simplement, voilà, pour l'arrivée de François Fillon, aux côtés de son épouse Pénélope. Nous parlerons également de François Fillon, dont on a peu parlé ces derniers temps, ces dernières semaines, malgré un programme très élaboré. Oui, et d'ailleurs, et je pense que dans la nouveauté aussi de cette primaire à droite, il y a la tonalité du débat. On l'a vu en effet avec les socialistes il y a quelques années, mais on y reviendra sûrement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été toujours sur des questions vraiment de fond, de programme. On est sur des attaques qui sont liées à la justice, qui sont liées au passé. Et évidemment, probablement, si la primaire fragmente complètement ce paysage au sein de la droite, ça veut dire qu'après, pour recoller les morceaux, ce sera sûrement très compliqué. Philippe Moreau-Chevrolet, je le rappelle, communicant, président de MCBG Conseil. Est-ce qu'on peut s'attendre à un moment très virulent? Le sujet des affaires, comme l'a dit Éric Fotorino, l'affaire Big Malion peut représenter un danger de dérapage ou de sortie non contrôlée, du moins? On peut s'attendre à une attaque très virulente de Copé contre Sarkozy. Ça fait partie de ce qu'on attend. On attend en fait que Copé fasse un peu le spectacle. Après, les autres vont beaucoup se protéger parce qu'en réalité, Juppé a intérêt à ne prendre aucun risque. Sarkozy a intérêt à apparaître dans une posture de rassemblement plus forte que celle de Juppé, parce que c'est Juppé qui rassemble pour l'instant, pas lui. Et les autres ont intérêt à exister. Donc forcément, c'est les petits candidats qui vont apporter du jeu, qui vont aussi essayer de briller. Souvenez-vous que Valls et Montebourg, pendant la primaire PS, avaient brillé, étaient apparus aux yeux du grand public comme crédibles à ce moment-là. Donc on peut penser que NKM va faire la même chose, que Copé va être effectivement agressif. Le plus compliqué, c'est Bruno Le Maire, parce que lui, il faut qu'il essaye sa posture de troisième homme entre Juppé et Sarkozy. Sur quel terrain et comment, ça c'est difficile, parce qu'il n'est pas très... C'est pas un campagneur très... Alors justement, peut-être des éléments de réponse avec Sébastien Lecornu, qui est le directeur de campagne de Bruno Le Maire et qui est aux côtés de Delphine Gérard. Oui, Sonia, je suis en direct avec Sébastien Lecornu, président du département de l'Eure, et vous l'avez dit, soutien de Bruno Le Maire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on sait qu'il espère créer la surprise ce soir, Bruno Le Maire. Il aura 15 petites minutes pour synthétiser son contrat présidentiel. Comment compte-t-il faire ? Je pense qu'il va le faire avec beaucoup de pugnacité, parce que justement, il est un des rares candidats, si ce n'est d'ailleurs le seul, à avoir un projet aussi précis. Et puis surtout, ce soir, sur ce plateau, il est peut-être celui qui incarne le renouveau, justement, c'est-à-dire une autre manière de voir la politique, une autre pratique politique. Et donc, ce soir, on va pouvoir juger sur pièce entre des anciens premiers ministres, un ancien président de la République, et puis une offre nouvelle qui veut parler aux Français différemment, qui propose des solutions nouvelles. Et je pense que le débat, on l'attend avec impatience, parce qu'il est temps de voir les différences entre les différents candidats. Il n'est pas le seul à vouloir incarner cette offre nouvelle. Il y a aussi Nathalie Kosciusko-Morizet. Comment compte-t-il se différencier ce soir ? L'objectif, c'est pas se différencier Nathalie Kosciusko-Morizet. Une fois de plus, l'objectif, c'est de faire comprendre aux Français que ce soir,
doivent commencer à s'intéresser à cette primaire de la droite et du centre des 20 et 27 novembre prochains, parce que c'est eux qui vont décider sur ces 2 tours de scrutin, avec la somme de 2 € par tour de scrutin, s'ils veulent, oui ou non, changer d'époque politique. Est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence, ou est-ce qu'on tourne la page et on essaie d'écrire une histoire nouvelle de notre pays? Voilà, je pense que la victoire de la droite face à François Hollande, elle peut être acquise facilement. La vraie question, c'est est-ce qu'on prend ceux qui ont déjà joué? Vous pensez que ce débat peut être utile pour inverser, bousculer l'ordre des sondages pour l'instant? Les sondages, m'en fous un peu, je vais vous dire. Les quelques fois j'ai eu des sondages dans ma jeune vie politique locale, ils m'ont donné perdant. Ce qui compte vraiment, c'est que les Français comprennent ce soir qu'il se joue quelque chose d'important pour l'avenir du pays et que le point de bascule, il est peut-être à partir de maintenant. La campagne électorale, la vraie campagne électorale, elle démarre ce soir. Dernière question, on sait que Bruno Le Maire s'est beaucoup préparé, il a fait du média training, vous avez vous-même campé Nicolas Sarkozy, alors racontez-nous en un mot comment ça s'est passé. C'est un débat sérieux, assez singulier quand même. 1 minute pour se présenter, 1 minute pour répondre à des questions aussi faciles que comment voulez-vous réformer les retraites. Donc il fallait quand même préparer ça à la fois cool. Il a beaucoup couru, il a passé du temps avec sa famille, mais aussi sérieusement. Et la mise en situation, c'est une manière pratique, non pas amusante, mais en tout cas crédible de préparer le débat. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à Sébastien Lecornu pour cette réaction en direct. Voilà Sonia pour une première réaction. Bien sûr. Et à tout à l'heure, Delphine Girard avec vos différents invités. On vient d'écouter le directeur de campagne de Bruno Le Maire. Christine Claire, est-ce que c'est un test de crédibilité pour ces candidats-là, comme Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet, connus bien sûr, mais avec toujours un déficit de notoriété dans les différentes enquêtes? Oui, évidemment, mais alors le directeur de campagne de Bruno Le Maire parlait de programme. Alors je revoyais l'image de Bruno Le Maire avec son programme de 1000 pages, je crois. Je vais en quelques minutes, on ne pourra pas parler de programme. Ça va être le visage, ça va être l'attitude, ça va être ce qui se passe, les sentiments peut-être aussi, un peu d'émotion, ne serait pas de trop. C'est là-dessus qu'on va les juger. C'est pas sur un programme de 1000 pages. C'est pas ce soir. C'est sur la posture, l'habillement, le fait de porter une cravate ou pas. Oui, mais la façon d'irradier, la compassion, l'émotion, tout ça. Donc, pour Bruno Le Maire, il faut qu'il sache faire passer de l'émotion avant le programme de 1000 pages, je crois. C'est ça l'enjeu pour lui. Il ne sera sans doute pas que sur son programme, parce qu'il y a ces contraintes dont on vient de parler. Possible en 2 minutes. On est tout à fait d'accord. C'est vrai qu'une primaire, c'est une logique de distinction. Et là, quoi de mieux que ce débat? Et quand on se souvient des performances réussies d'Arnaud Montebourg lors du premier débat socialiste le 15 septembre 2011, ou complètement raté, il faut le dire maintenant, de Ségolène Royal, la distinction compte beaucoup. C'est aussi une logique de surenchère entre des personnalités qui se ressemblent beaucoup du point de vue de l'offre programmatique. Il va falloir chercher à se distinguer, chercher des nuances, mais j'ai envie quand même de mettre à distance ce débat. Parce que quand on regarde, on a parlé des sondages, Sonia, quand on regarde tous les débats sous la Ve République, que ce soit des débats présidentiels, de primaire, ils n'inversent pas fondamentalement un rapport de force électorale. Ils peuvent le modifier à la marge. Qu'est-ce qu'on a vu à l'issue des 3 débats socialistes? Un tassement des votes en faveur de François Hollande, une chute sévère pour Ségolène Royal et une dynamique pour Arnaud Montebourg. Ça n'avait au final pas changé grand-chose. Mais compte tenu de cet objet politique inédit, c'est vrai que ces débats, avec aussi un chiffre à avoir en tête dans des enquêtes de l'IFOP, 31% des électeurs, certains d'aller voter, peuvent encore changer d'avis. Ces personnes se ressemblent, très important. Ces électeurs se ressemblent, ils peuvent peut-être changer d'avis au cours de ces débats. On va s'arrêter sur ce point. Je voudrais qu'on regarde un sondage Odoxa à la question, vous allez le voir, de savoir si ce premier débat aura un impact sur leur vote. Eh bien, Éric Fotorino, c'est oui à 63%. Regardez. Malgré tout, pour les indécis, peut-être, ce débat peut être important? Oui, peut constituer un moment de bascule? Alors, j'entends tout ce que dit Frédéric, et c'est juste, si on se réfère au passé, les grands débats de la Ve République n'ont pas beaucoup infléchi, et les sondages n'ont pas fait non plus l'opinion ou le vote. Mais là, il y a quand même quelques différences, quelques spécificités avec cette primaire à droite. C'est que le vainqueur de cette primaire sera peut-être, probablement, le président de la République. Alors, ça veut dire quoi? Que ça donne une intensité d'engagement différente que si vous élisez un candidat de la primaire qui sera un des compétiteurs, mais qui n'aura pas de chance aussi affirmée de pouvoir l'emporter dans la compétition globale. Donc ça, c'est très important. Par ailleurs, on a dit qu'Alain Juppé allait être plutôt défensif. Il n'a pas... Attention,
Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre sondage, il y a tellement de sondages qui dit que 29% des électeurs de ceux qui soutiennent Alain Juppé le font par anti-sarkozysme. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si parmi les 7, un autre va capter cet anti-sarkozysme et du coup affaiblir du même coup la position d'Alain Juppé. Donc je pense qu'il a aussi beaucoup à perdre dans le cas d'une révélation, j'allais dire, dans un instant de télévision, comme disait Christine Claire. Comment est-ce qu'il y a de l'émotion, est-ce qu'il y a de la bagarre, il y a tout ça qui va jouer. Est-ce que celui qui va jouer de l'anti-sarkozysme ne va pas servir Juppé, qui reste au-dessus de la foule, mais pendant que les autres font le sale boulot, si je peux dire. Bien sûr. Rassembleur. Je vais vous faire réagir là-dessus. Je voudrais juste qu'on écoute, c'était il y a quelques minutes, c'est Thierry Solaire, la cheville ouvrière vraiment de cette primaire, qui est au micro de Michael Samès. Thierry Solaire, c'est le gros jour, c'est le gros soir, vous l'organisateur de cette primaire. Qu'est-ce qu'on ressent ce soir? C'est la concrétisation visuelle maintenant de la primaire. Elle est lancée officiellement depuis le 21 septembre. Et c'est vrai que pour les Français, ils vont pouvoir choisir entre les 7 personnalités qui sont candidats à cette primaire de la droite. Là, ce soir, c'est le premier grand débat. Il va y avoir des millions de Français qui vont regarder cela, écouter cela à la radio ou à la télévision. C'est la matérialisation opérationnelle de l'exercice. Il va encore durer un peu moins de 40 jours. Il y a d'autres débats derrière. Et je suis très content de l'organisation. Voilà, je trouve que tout se passe bien. Vous appelez ce soir quand même les candidats à avoir un esprit, une bonne conduite peut-être? Bon, ça se passe pas comme ça, je les appelle pas. Vous savez, on a là un ancien président de la République, 2 anciens premiers ministres et des personnalités de premier rang dans la vie politique française. Et c'est naturel, ils ont d'ailleurs tous conscience que c'est une compétition dans la même famille politique. Ce débat, bien sûr, ne peut pas donner lieu à un pugilat, ne vous attendez pas à cela. Ça doit être l'occasion pour les Français qui vont regarder cela de savoir qui propose quoi, quelle priorité, quelle méthode, quel calendrier. C'est pas la même chose d'avoir Nicolas Sarkozy, président de la République, ou Alain Juppé, ou François Fillon, ou Bruno Le Maire, ou Nathalie Kosciusko. Est-ce qu'ils partagent des choses en commun? Bien sûr, immensément. Ils sont pour plus de liberté dans la sphère économique, plus de solidité dans l'État régalien. Mais ils ont plein de différences, ils n'ont pas obligatoirement la même méthode. Et on choisit à l'occasion de ces primaires le candidat de la droite à la présidentielle qui sera peut-être le prochain président de la République. Vous soutenez Bruno Le Maire? Vous attendez quoi de votre candidat ce soir? Moi, je soutiens, vous me rappelez ça à chaque fois les uns les autres, moi je suis proche de Bruno, je ne soutiens personne et ça fait 1 an et demi que je ne prends pas part au débat entre les uns et les autres. J'attends de tous qu'ils disent très clairement quelles sont leurs priorités et que les Français qui vont être nombreux à venir voter puissent ce soir voir vraiment tout cela et juger et décider en connaissance de cause. Bon débat, Thierry Solaire. Merci à vous. Voilà, pas de pugilat, a donc dit Thierry Solaire à notre micro. Philippe Moreau-Chevrolet, disons-le, dans ce genre de débat, de confrontation, il n'y a pas généralement de chaos, de mise à mort symbolique d'un candidat par un autre. C'est tellement millimétré, préparé. Ça ne devrait pas arriver. Non, puis en plus, ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Thierry Solaire rappelle simplement que le Parti Socialiste, par exemple, en 2011, quand il a fait sa primaire, a aussi gagné en crédibilité alors collective, parce qu'ils ont démontré qu'ils pouvaient se parler, qu'ils étaient crédibles, qu'ils pouvaient gouverner ensemble. Et c'est très exactement ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. La droite, dans le débat de la primaire, c'est montrer qu'ils sont capables d'être une alternance crédible, opérationnelle, efficace. Il faut évacuer le problème Sarkozy. Le seul souci, c'est qu'il y a un handicap dans cette course. C'est lui, parce qu'il est très clivant, très agressif, et aussi parce qu'il représente le passé et un échec. Donc ça, c'est pour ça qu'aussi que tous les autres se mettent un peu contre lui et essaient de l'évacuer. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à l'évacuer de ce débat? Parce qu'il faudra aussi l'évacuer s'il perd de la primaire sans faire de dégâts. Et ça, c'est un petit peu ce que tout le monde redoute, c'est que lui casse le jouet. Oui, mais en même temps, ils ne peuvent pas oublier qu'il a été président et qu'eux ont été Premier ministre et ministre, à l'exception de Copé qui avait préféré garder le parti. Mais enfin, ils ont tous été ses ministres. Donc, il peut jouer le jeu de Mitterrand contre Chirac. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre, et les ramener à leur rang, c'est-à-dire sous son autorité. Mais ça suppose qu'il montre sa capacité de rassemblement ce soir plus que sa capacité de division. Est-ce que justement on peut avoir ce genre de phrases mémorables? Vous avez rappelé le fameux face-à-face. Son autorité, rappelez qu'il a eu autorité sur eux. Vous avez rappelé le face-à-face Chirac-Mitterrand. Ils n'ont que 30 secondes pour répondre. On peut rappeler le Mitterrand-Giscard, vous n'avez pas le monopole du cœur, ou alors Martine Aubry. Le chronomètre pousse à ça. Puisque effectivement, ils auront 1 minute pour exposer et 30 secondes pour répondre s'ils ont été interpellés. On a entendu cette phrase de Juppé, mieux vaut avoir son avenir sur la justice dans un passé qu'un avenir. Ces petites phrases, à mon avis, risquent de fuser quand même pendant la soirée. Chaque candidat va chercher la reprise, la dépêche AFP, qui va reprendre la phrase, qui va faire le débat. Oui, mais n'oublions pas, il s'adresse à des électeurs de droite, parce que l'électeur type de cette primaire anglo sur ces sympathisants de gauche qui vont en fait aller voter, ils sont quand même marginaux. L'électeur type, c'est un électeur de droite.
droite. Et n'oublions pas que l'électeur ça de peut droite... être un électeur de l'un déçu, oui. Ça peut, mais ça sera quand même la majorité, comme l'électeur de la primaire PS, c'est un électeur de gauche. Mais n'oublions pas que l'électeur de droite type a un vrai traumatisme, c'est cette histoire politique de la droite depuis maintenant plus de 40 ans, de Chaban-Chirac jusqu'à Copé-Fillon, en passant par Sarkozy-Villepin, c'est ces guerres. Et là, quoi de mieux que ces débats où, comme disait Philippe, la petite phrase, le petit coup bas, pour réactiver ça et peut-être provoquer un vrai dégoût chez les électeurs de droite. Ils sont très marqués par la guerre Copé-Fillon. Dans nos enquêtes qualitatives, ils nous en parlent systématiquement. C'est ça aussi qui fait que François Fillon n'est pas... Les candidats l'ont en tête. N'est pas bien placé pour les enquêtes d'opinion. C'est pour ça qu'il faut être agressif, mais il ne faut pas être trop agressif. Donc il faut arriver à se faire la guerre sans se tuer. Donc c'est un peu compliqué. C'est un équilibre délicat. Alors avant de poursuivre notre débat, je vous propose de faire un petit point sur les règles de ce débat qui va se dérouler dans moins d'1h30 avec Jérôme Rabier, puis on revient en plateau ensemble. Régler les derniers détails, échanger sur la suite du processus de la primaire et offrir un visage d'une famille rassemblée, c'est l'objectif de ce déjeuner organisé par Thierry Solaire, le monsieur primaire des Républicains. C'est une compétition au sein de la même famille politique. Donc bien sûr les débats seront importants. Et je crois que c'était important qu'on puisse régulièrement, au-delà du travail, de se réunir de manière un peu conviviale pour pouvoir échanger tranquillement. Les directeurs de campagne sont sereins alors que leurs candidats peaufinent leurs interventions. Et personne ne veut mettre de l'huile sur le feu à la veille d'un rendez-vous attendu. Les Français, ils n'ont pas envie de bordel, ils n'ont pas envie que ça se fasse dans la cacophonie, mais je suis confiant. Ça va bien se passer, rassurez-vous. François Fillon a travaillé ce matin dans la perspective du débat avec ses conseillers, tout s'est bien passé. Merci. Dans quel état d'esprit il est avant? Offensif. Il peut y avoir des pics qui sont échangés à l'occasion des campagnes, ça fait partie du débat politique et c'est important qu'on garde un très bon contact au niveau des proches collaborateurs. Vous êtes toujours un petit peu, forcément, dans une campagne électorale comme dans une compétition d'énervement. Parfois aussi des mauvaises interprétations. Et je pense que les entourages, ils sont là pour apaiser, c'est ce qu'on fait. Un déjeuner presque entre amis, donc, avant une visite du plateau du débat, dont les premières images ont filtré sur les réseaux sociaux à l'occasion des répétitions. Un débat dont les règles sont très précises, puisque de la température du plateau au modèle de pupitre, tout a été négocié en amont. Les candidats sont placés selon les résultats d'un tirage au sort qui a offert la place centrale, tant convoité, à Nicolas Sarkozy. Sur les temps de parole, il y aura en revanche une parfaite égalité, avec 15 minutes par prétendant, à raison d'1 minute par intervention, et de 30 secondes de réponse en cas d'interpellation par un autre candidat. Il ne reste plus qu'à savoir comment ils mettront à profit ce temps pour convaincre les électeurs de voter pour eux. Alors voilà pour les contours de ce débat qui aura lieu tout à l'heure. On va à présent entrer dans les détails des confrontations. On va parler du duel Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Vous l'avez dit tout à l'heure, le maire de Bordeaux aurait intérêt à rester dans le rôle du rassembleur, de se présenter comme le chef pacificateur. Est-ce que vous le pensez? Vous nous direz juste après cette intervention de Gilles Boulot, voilà, qui est au micro de Michael Samès. Donc c'est le présentateur de TF1 qui donne ses impressions. Gilles Boulot, comment vous êtes préparé pour ce grand débat ce soir? Là, il reste 1h30, 2 heures avant le grand direct. Il y a eu plusieurs stades de préparation. Déjà, il y a eu beaucoup de rencontres avec Elisabeth Martichoux et Alexis Brézet. On a passé nos week-ends ensemble depuis un mois. Ça crée des liens. On a essayé d'imaginer toutes les questions possibles et grammaticalement, quelles étaient les questions les plus pertinentes pour tel ou tel candidat. Et puis après, on a essayé d'expliquer aux candidats très clairement quelles étaient les règles du jeu. Chacun a le même temps de parole, chacun ne peut parler qu'1 minute à chaque fois, et 30 secondes pour répliquer à l'autre. Donc on a beaucoup travaillé ça, on a essayé de faire une trame. Et comme le disait le général Patton ou un autre général américain, tous les plans de bataille s'effondrent au premier coup de canon. C'est-à-dire qu'on a tout prévu, sauf évidemment ce qui par essence imprévisible et ce qui fera, je pense, le sel et l'intérêt de ce débat qui est sans précédent. Vous espérez la surprise? Est-ce que j'espère la surprise? Pas à mes dépens. Oui, mais il y aura forcément. C'est une matière vivante, c'est un débat. C'est pas l'addition de déclarations liminaires. Donc il y aura forcément de l'interaction entre des gens qui sont tous intelligents, professionnels de la politique, qui connaissent cet exercice, mais qui n'ont jamais eu à s'affronter avec cette contrainte qui est la minute. Et ça, je pense que ça peut générer un grand intérêt supplémentaire. Merci beaucoup Gilles Boulot et puis très bon débat. Mais merci beaucoup à vous. Voilà, est-ce qu'il y aura une surprise? Nous le verrons tout à l'heure, notamment avec Gilles Boulot. Philippe Moreau-Chevrolet, on va aller sur le fond à présent. Quel est le risque pour le favori des sondages, Alain Juppé? Est-ce que le risque pour lui, c'est de penser que c'est gagné, qu'il va pouvoir enjamber ce débat,
cette primaire? Le risque, c'est de ne pas donner assez au public, c'est d'être en retrait, c'est d'être un peu mutique, de paraître un peu hautain et dédaigneux. Ça, c'est un vrai risque parce que à côté de lui, quand même, il aura des gens jeunes, des gens plutôt sexy, plutôt qui sont quand même incarnent une nouveauté. Vous voulez dire qu'il ne l'est pas, donc par opposition. En dehors de Kev, si Bruno Le Maire, même s'il n'est pas très charismatique, est quand même nouveau et quand même sexy. On l'a vu arriver tout à l'heure un peu comme une star à Cannes, sans cravate, très nonchalant, très tranquille, un peu comme Cary Grant. Bon, c'est pas la même chose que, excusez-moi, mais Sarkozy et Juppé montant les marches avec un petit peu de peine. Oui, mais je le trouve, il n'est pas forcément charismatique, Bruno Le Maire, mais en tout cas, il présente bien. Voilà. Il va falloir arriver à montrer la même capacité d'attraction auprès du public. S'il ne donne pas assez de lui-même, ça ne se passera pas. Voilà. Mais je comprends bien que la forme a une importance sur le fond, des réponses d'une minute. Mais malgré tout, on est obligé de rappeler la situation. Éric Fotorino, les attentes sont énormes. Vous l'avez rappelé, le gagnant de cette primaire peut être potentiellement le gagnant de l'élection présidentielle. Avec tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, les défis, on attend malgré tout, même si c'est millimétré, des réponses précises au laser. Il n'y a pas de blanc-seing, de chèque en blanc. Bien sûr. Alors on le dit quelquefois, vous savez, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc effectivement, c'est important la force. Mais et là où je trouve que c'est une contrainte énorme et qui dit beaucoup sur notre époque, de dire du fond sur 1 minute, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'on pense qu'au bout de 1 minute 30 ou 2 minutes, les spectateurs, ils auraient zappé parce qu'ils s'ennuient? Est-ce que c'est ça qu'il y a une contradiction pour moi? Oui, mais je trouve quand même. Le politique va mentir. Sûrement, mais va mentir. Moi, je pense quand même que ça dit. Je pense qu'un jour, on abandonnera les primaires. Alors là, j'anticipe beaucoup, mais je pense que ça va nous démontrer que les primaires, c'est un miroir aux alouettes, c'est un faux semblant démocratique. Pourquoi? Parce que précisément, en 1 minute, on ne va pas tellement entendre les mots que vous dites, ou alors si c'est vraiment, effectivement, du travail de communicant bien fait. Mais ça, c'est pas le fond. Le fond, effectivement, sur les retraites, sur l'économie, le chômage, la sécurité, je pense qu'on aura plus des duels à fleurer plus ou moins mouchetés, qu'une manière vraiment efficace d'aborder le fond. C'est mon point de vue. Alors que l'on vient de voir... Peut-être, probablement, peut-être, on le verra, le troisième homme. D'abord sur cela, Frédéric. Je partage plutôt ce que vient de dire Éric Fotorino. C'est vrai que pourquoi y a-t-il ces primaires? N'est-ce pas le signe de l'affaiblissement historique des partis politiques qui, sous la Ve République, avaient comme, je dirais, principal privilège, et ça plaisait beaucoup aux militants, de désigner le candidat à l'élection présidentielle. Affaiblissement historique des partis, aussi tripolarisation de la vie politique, où le parti d'opposition se dit il faut qu'on désigne un champion pour qu'il soit sûr d'accéder au deuxième tour. En tout cas, c'est vrai, et c'est en ça que ce débat revêt une symbolique presque dramaturgique, c'est que depuis toutes les enquêtes faites par l'IFOP depuis 2 ans, systématiquement, aucun candidat de gauche n'arrive, n'est en mesure, aucun candidat de gauche. Je ne parle pas de François Hollande. Je parle de tous les candidats de gauche testés n'arrivent au deuxième tour. À l'écran, donc les loges, on vient d'apercevoir Nathalie Kosciusko-Morizet. On va rejoindre notre journaliste qui est sur place, Delphine Girard, avec à votre micro, Delphine, Jérôme Chartier, qui est un soutien de François Fillon. Oui, Sonia, effectivement, avec Jérôme Chartier, un des lieutenants de François Fillon. Bonsoir. Alors, on sait que ce soir, un des défis pour François Fillon, ce sera d'acter sa rupture avec Nicolas Sarkozy. Comment s'est-il préparé ? Je ne le vois pas comme ça, ce n'est pas l'objectif du débat de ce soir. L'objectif du débat de ce soir, c'est de se présenter tel que François Fillon est devant les Français, de faire part de son projet et de sa détermination. C'est ça l'objectif de ce grand débat de la primaire qu'on attendait depuis plusieurs semaines, puisque c'est au fond ce soir que commence vraiment l'intérêt des Français pour la primaire. Si le début de la campagne, c'est comme ça que François Fillon voit les choses ? Non, la campagne, elle a commencé depuis 3 ans pour François Fillon. Elle a vraiment commencé activement depuis la fin du mois d'août. Et là, c'est une nouvelle étape, puisque c'est maintenant que se manifeste l'intérêt des Français. Donc c'est maintenant que nous, on accélère. Et c'est maintenant aussi que nous avons l'occasion, l'opportunité de confronter le projet de François Fillon avec le projet des autres candidats. Vous le savez, pour François Fillon, le projet, c'est très important. Et c'est donc ce soir le grand soir du projet. Il va falloir à la fois cliver tout en donnant une image, en offrant aux Français une image unie. Est-ce que ça, c'est possible encore ce soir ? Où chacun sait qu'on est concurrent, et puis c'est très bien la concurrence, c'est très sain d'ailleurs. Au moins tout est dit, tout est sur la table, et au fond, à la fin, on choisit le meilleur. J'espère que c'est François Fillon qui sera choisi, et puis tout le monde se rangera derrière le meilleur. C'est l'esprit de la primaire, cet esprit, moi j'y tiens, je crois que tous les Français de la droite et du centre y tiennent, et au fond, cette concurrence, elle est saine. Donc ce soir, c'est la concurrence, et puis après le 27 novembre, ça sera l'union bien sûr.
Parce que là, les sondages sont un peu décevants pour François Fillon. Est-ce qu'il espère encore inverser cette tendance? Moi, je ne vois pas les choses de la même façon depuis le mois de juillet dernier. Je vois même dans les sondages d'intention de vote dont on connaît l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à établir un échantillon. Ce sont les sondeurs eux-mêmes qui le disent. Moi, j'observe une progression qui est constante de François Fillon, qui s'est encore confirmée en début de semaine. Et puis voilà, les meetings sont pleins. Les gens viennent me voir pour me dire « nous, on votera Fillon ». Donc, je sens qu'il y a un mouvement, quelque chose qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Jean Chartier, d'avoir été en direct sur Public Sénat. C'est à vous, Sonia. Merci, Delphine. À tout à l'heure. Parlons justement de la bataille du troisième homme, Christine Clerc, qui se joue probablement là entre François Fillon et Bruno Le Maire sur l'ancien Premier ministre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une injustice? On a parlé tout à l'heure du programme très abouti de Bruno Le Maire. C'est le cas quand même pour François Fillon, avec également un livre qui vient d'être récemment publié. Donc on sent qu'il y a un gros travail, mais malgré tout, on ne perce pas, ça ne perce pas dans les sondages. Qu'est-ce que c'est que l'injustice en politique? Il y a des gens très bien qui auraient dû être élus, qui ne l'ont jamais été parce qu'il leur manquait quelque chose. Alors peut-être que c'est injuste vis-à-vis de Fillon, qui aurait, paraît-il, un très bon programme. Mais ce qui pèse sur lui, évidemment, c'est d'avoir été Premier ministre et de ne pas avoir démissionné. Bon, il fallait mieux faire comme Chirac. C'est peut-être ce qui pèsera aussi sur Valls si Hollande ne lui passe pas la main. Il pourra faire tous les programmes qu'il veut, il restera ça. Et on dira, mais il a le programme, il paraît le plus courageux, il va supprimer le plus grand nombre de fonctionnaires, il va faire le plus d'économies. Mais que ne l'a-t-il fait et que n'a-t-il eu le courage de le faire plus tôt? Et ça, il faut qu'il arrive à démontrer qu'il fera autrement et qu'il sera autrement. J'insiste parce que je considère que la personnalité, dans un débat comme ça, en tout cas, va compter plus que le programme. Et si c'est pour faire un programme impossible à tenir, comme l'ont fait les socialistes, ce qui explique leur dégringolade finalement, est-ce que la droite a intérêt à refaire le même coup, à faire des promesses qu'elle ne pourra pas tenir? Mais son expérience de Premier ministre, c'est son boulet ce soir? C'est son boulet, en tout cas, c'est vrai qu'il a un bilan lui aussi. Hein. Nicolas Sarkozy a un bilan et lui, il est aussi détenteur de ce bilan. Mais quand nous avons interviewé pour le 1 Alain Juppé, il nous dit j'aurai mes 100 jours, mais pas les 100 jours après être élu, mais les 100 jours avant. Les 100 jours dans lesquels il veut faire de la pédagogie pour dire que son programme, voilà ce qu'il veut appliquer pour qu'il n'y ait pas le sentiment de trahison qui a été perçu, vous savez, après 95, la fracture sociale, et puis finalement, il y a une rigueur. Hollande n'a jamais parlé de réforme du Code du travail avant d'être élu, et puis tout d'un coup, ça sort. Donc ce sentiment-là, il veut faire cette pédagogie. C'est pourquoi je crois que des minutes, même ajoutées aux minutes, ne font pas une grande pédagogie. Mais c'est vrai qu'un bilan, surtout quand il a été contrasté, vous savez, je crois que la crise du politique aujourd'hui, c'est la crise du résultat. Aucun homme politique aujourd'hui, de gauche comme de droite, ne peut dire voilà des résultats probants qui font que je peux me présenter au scrutin des Français avec un capital de confiance important. Dès lors que ça n'existe pas, eh bien effectivement, ce sera des mots et des tactiques. Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit. La crise politique, elle est là. Et lorsque l'on interroge les Français, ils ne sont pas sur une logique, contrairement à ce qu'on croit, de tous pourris. Ils sont plutôt sur une logique de tous impuissants à résoudre la crise. Et c'est vrai que les 100 jours avant, c'est-à-dire le comment, c'est ce que les Français perçoivent comme ayant péché pour le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Rien n'était prêt. Le quinquennat de François Hollande, alors qu'on nous disait que Laurent Fabius personnellement travaillait sur les 50, les 100 premiers jours, c'est ce comment qui a fortement pêché. C'est ce qui fait qu'on a d'une part une abstention qui a dépassé 50% à tous les scrutins intermédiaires du quinquennat hors élection municipale et qu'il y a vraiment une vraie décrédibilisation de la parole politique. Et c'est face à ça que les primaires doivent faire face et c'est ça qui sera aussi compliqué pour mobiliser les électeurs. On parle de 3,5 millions d'électeurs le 20 novembre, c'est beaucoup, c'est plus que lors de la primaire socialiste, mais ramener à 45 millions d'inscrits, c'est quand même très peu. Alors, nous verrons le nombre d'électeurs et de votants. Ce qui sera aussi un indicateur demain, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est l'audience, malgré tout, parce qu'il va y avoir de la curiosité. C'est le premier débat de cette série. Il y a une véritable appétence de voir ces candidats de la primaire et du centre débattre entre eux, peut-être même s'opposer, s'affronter de manière plus virulente. En 2011, on sait que le débat socialiste avait été un record absolu d'audience pour une émission politique. Je crois qu'on était à plus de 5 millions de téléspectateurs. Je ne sais pas si ça fera la même chose cette fois-ci, mais il y a quand même, par rapport aux émissions classiques qui plafonnent à 3 millions, on va dire, quand elles sont réussies, il y a quand même on double presque le score. Après, moi, sur la crise du politique, je suis d'accord, mais il y a quand même un profond sentiment de renouveau avec ces pratiques de la primaire. Ok, les partis politiques sont remis en cause, mais en même temps, qui voulait décider du candidat dans un huis clos entre 10 personnes en conclave, finalement? Les Français demandent plus de transparence.
il y a une mise en scène aussi qui est porteur pour le camp en question. C'est-à-dire qu'on met en scène la conquête du pouvoir. Et ça, c'est le premier acte de cette reconquête du pouvoir par la droite, comme la gauche l'avait fait en 2011. Il y a aussi cette dramaturgie politique qu'on retrouve, et ça rétablit du lien malgré tout. C'est pour ça que je suis d'accord avec Christine Claire quand elle dit qu'il faut incarner, il faut qu'on voit de l'émotion et des hommes et des femmes autour du plateau ce soir, parce que ça crée quand même du lien. Et il y en a des soutiens des hommes et des femmes autour du plateau ce soir. Il y a notamment Gérald Darmanin, qui est le coordinateur de la campagne de Nicolas Sarkozy et qui est à votre micro, Delphine. Oui, Sonia, effectivement, avec Gérald Darmanin, bonsoir. Alors, on sait que Nicolas Sarkozy, ce soir, joue gros. Il va essayer de refaire son retard dans les sondages par rapport à Alain Juppé. Comment l'ancien président s'est-il préparé ? Alors d'abord, il faudrait partir du principe que les sondages mesurent la réalité du corps électoral de droite qui va aller voter le 20 novembre prochain. Nous le contestons. Mais Nicolas Sarkozy est un grand professionnel, d'ailleurs comme je pense les autres candidats à cette élection primaire, et il travaille toujours beaucoup, et pas en répétant avec, on va dire, des gens qui pourraient faire des cobayes sur un plateau A7. Ça va être, espérons-le, le plus clair possible. C'est pas toujours très évident, avec deux grands thèmes, l'économique et le social, puis l'identité, la sécurité. Mais il travaille toujours beaucoup, ses propositions, les différences qu'il y a avec les autres candidats. Il n'est pas très adepte des petites phrases, et j'espère que ce sera un débat qui va permettre la différenciation, qui aideront nos amis de droite à choisir quelle est la ligne politique qu'ils souhaitent voir pour le prochain président de la République. Justement, sur la forme, c'est un débat très cadré, 1 minute par candidat. Est-ce que ça c'est propice au débat selon vous ? Et il faut bien trouver une règle, puisque déjà 2 heures d'émission, c'est effectivement beaucoup. Il y a 3 débats, heureusement, on va pouvoir aller jusqu'au fond. Et il y a 7 candidats, donc ça fait à peu près 15 minutes, 15 à 20 minutes chacun. Effectivement, des réponses très courtes. C'est peut-être le contrepartie d'avoir plusieurs candidats, donc d'avoir une primaire ouverte. Je crois que personne ne peut contester qu'elle est ouverte, qu'elle est bien organisée par Thierry Solaire et la Haute Autorité. Et je crois que Nicolas Sarkozy accepte bien sûr les mêmes règles pour tous les candidats. Est-ce que vous redoutez des attaques sur le plan judiciaire avec des dérapages, des sorties de route ? On sait qu'un code de bonne conduite, normalement, existe entre les candidats ce soir. Sur des dérapages judiciaires, je ne les vois pas, parce que Nicolas Sarkozy, à ma connaissance, n'a jamais été condamné par la justice, bien au contraire, au bout de 35 ans. Vous parlez des attaques. Oui, j'entends bien, 35 ans de vie politique sans une seule condamnation. Non, et après, il y a des attaques, c'est normal, c'est la vie politique, notamment quand on le fait à ce niveau-là, il est normal d'avoir des attaques, il est aussi normal d'avoir le cuir épais, et je pense que Nicolas Sarkozy, comme beaucoup d'autres, ont le cuir épais. Merci beaucoup à Gérald Darmanin d'avoir été en direct ce soir sur notre antenne. Voilà, Sonia. Merci Delphine, à tout à l'heure. Nos invités sur le plateau nous faisaient remarquer, c'est vrai que depuis tout à l'heure, à notre micro, où sont les femmes ? Nous allons parler dans quelques instants de Nathalie Kosciusko-Morizet. On va d'abord prendre un peu la température sur le plateau. Il est 20h06, dans moins d'une heure, va avoir lieu cette première confrontation de la primaire de la droite et du centre. Dites-nous, Michael Samès, vous y êtes, comment ça se passe, comment ça se prépare ? Vous avez vu sur cette image, c'est Nicolas Sarkozy qui est en train de faire des tests actuellement sur le plateau. Un petit peu avant, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet. Et là, nous sommes actuellement sur le plateau où va avoir lieu le débat. Allez, dans un peu plus d'1 heure maintenant. Regardez derrière vous, c'est l'endroit où il y aura un peu de public, notamment des soutiens de tous les candidats, des 7 candidats. Vous avez sur votre gauche des soutiens à Bruno Le Maire, des soutiens à Alain Juppé, évidemment à Nicolas Sarkozy, à l'ensemble des candidats. Là, actuellement, on est encore sur la phase des tests. Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous allez voir passer actuellement, va retourner dans la salle de maquillage, se préparer, se concentrer. Et puis, évidemment, dans un peu plus d'1 heure, les candidats vont venir ici. Ça sera l'heure des premiers échanges, des premiers débats avec les présentateurs ici. Et puis, vous pourrez bien sûr le suivre sur notre antenne dans un instant. Les quelques candidats, François Fillon et notamment Alain Juppé, doivent aussi se présenter dans un instant sur ce plateau. C'est un peu premier, ça brille. Merci beaucoup, Michael. Et vous l'avez rappelé, ce débat est à suivre en direct sur Public Sénat. Nous sommes en édition spéciale, démarrée à 19h30 jusqu'à minuit et demi ce soir. On vous accompagne pour cette grande soirée politique. Vous faisiez remarquer à juste titre, Christine Claire, le manque de femmes. On va parler de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui va chercher ce soir à mieux faire connaître ses idées. L'ex-ministre est féru, on le sait, d'écologie, de numérique, cet adversaire déclaré de Nicolas Sarkozy. Elle va essayer vraiment de se démarquer ce soir. Qui fut son porte-parole de campagne, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, elle va essayer de se démarquer, c'est évident. Elle a beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent. Moi, ce que je regrette, c'est que d'abord, on ne voit aucune femme dans les entourages. C'est la même chose du côté de Hollande d'ailleurs. Et les femmes ont disparu. Et on ne parle pas des problèmes qui touchent les femmes, c'est-à-dire au fond la France pauvre, les 3 ou 4 millions de femmes seules pour élever leurs enfants. J'espère que quelqu'un en parlera ce soir.
Ah oui, c'est vrai, c'est un vrai manque depuis tout à l'heure. On voit défiler les différents soutiens. Alors évidemment, il y a la présence des femmes dans l'entourage, notamment d'Alain Juppé. Je voudrais qu'on s'arrête juste un moment, Frédéric Dabi, sur les sondages. Depuis tout à l'heure, on entend Mickaël Samès, nos journalistes, et Delphine Gérard poser cette question sur les sondages. Le favori, Alain Juppé, le challenger en grande difficulté, Nicolas Sarkozy. Cela fait quelques jours que ça dure. Est-ce que pour vous, ces sondages, même si cela peut changer, évoluer. Est-ce que c'est installé aujourd'hui avec un net décrochage, dit-on, de Nicolas Sarkozy? Je ne le pense pas. C'est vrai qu'on a une avance assez nette pour Alain Juppé dans les enquêtes IFOP fiduciales. C'est vrai que cette avance repose sur le fait qu'il surperforme dans ce que j'appelle des électorats périphériques, la gauche, le centre, où il dépasse 60% au premier tour, quand Nicolas Sarkozy est à moins de 5%. Mais auprès du cœur, auprès de l'électorat de droite le plus, je ne dirais pas radicalisé, mais le plus proche des sympathisants républicains, Nicolas Sarkozy reste en tête. Et c'est vrai que j'entends les critiques qui sont faites sur la composition de ce corps électoral. Alors, les sondeurs ne restent pas les bras ballants. Nous interrogeons non pas 1000 personnes, non pas 2000, mais 7000, 8000 pour avoir 600, 700 de personnes tout à fait certains d'aller voter. Quand on a un corps électoral de 45 millions, et 3,5 millions certains d'aller voter, il faut faire beaucoup d'interviews pour avoir des gens tout à fait certains. Mais c'est vrai que plus ce corps électoral sera restreint, plus Nicolas Sarkozy, qui a ses détracteurs, mais qui a aussi ses fans, il y a un côté un peu Zlatan chez lui, il a des véritables inconditionnels, plus il pourra peut-être créer la surprise. Par contre, plus la primaire sera réussie en termes de participation, plus cette primaire s'apparentera ou s'inscrira dans une logique référendaire TSS, tout sauf Sarkozy. C'est sur ça que prospère Alain Juppé. Éric Fotorino, quelle est votre analyse sur ce miroir inversé? On voit un Nicolas Sarkozy, toujours aussi énergique, qui parle vraiment au noyau dur des électeurs et sympathisants de droite, et on voit un Alain Juppé plus rassembleur et qui rassemble, qui a une cascade de ralliements. On peut noter beaucoup d'élus, des barons locaux. Je prends l'exemple d'Hubert Falco. Est-ce que ce premier débat peut déclencher de nouveaux ralliements, et est-ce que sur ce point-là, déjà, ce côté rassembleur, il a marqué un point important? De fait, oui. Tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers jours montre qu'en effet, ce que je disais tout à l'heure, l'antisarkozysme, il est un peu le réceptacle de cet antisarkozysme, donc des gens qui viennent du centre, un peu de la gauche et de son camp, viennent vers lui. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une élection présidentielle, c'est un combat. C'est un combat viril, et je pense que le côté viril est terrible parce que précisément ça disqualifie d'une certaine manière les femmes. Aujourd'hui, on voit effectivement très très peu de femmes. Et c'est un combat avec de la testostérone, avec tout ça. Et je pense, et d'ailleurs on le montre comme un match qui va presque un match de boxe où il y aura 14 points et non pas 4 points. Bon, donc je pense quand même qu'il faut avoir en tête ça. C'est que Nicolas Sarkozy est un combattant. Alain Juppé, non. Et quand on l'interviewe, il dit « Moi, j'ai ma dignité, je ne vais pas commencer à dire n'importe quoi chaque jour pour être démenti et pour que ça imprime. » Donc on voit bien, et les gens, ils attendent un combat. Ils attendent du sang, entre guillemets, du sang métaphorique. Donc je pense que c'est loin d'être perdu pour Sarkozy, parce qu'il le veut plus que les autres. On a l'impression que pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Alain Juppé et tous les autres, on a l'impression qu'ils se disent « Si je l'ai, tant mieux. » Mais si je ne l'ai pas, je ne l'aurais pas eu. C'est ce qu'on entend là, ça va un petit peu à contre-courant de ce que disent en ce moment les commentateurs. Philippe Moreau-Chevrolet, on ne va pas se mentir que pour certains, la page de Nicolas Sarkozy est déjà tournée dans cette primaire. Mais il y a une dynamique qui s'inscrit pour Juppé. Il y a une dynamique de campagne. En fait, ce qui est perturbant pour Sarkozy, c'est vrai, c'est un meilleur combattant que Juppé. Il est plus charismatique que Juppé. Et puis il a une base de fans ultra convaincus que certains députés républicains appellent la secte. Donc la secte est toujours Sarkozy. Mais ce n'est qu'une base. Mais ça n'est qu'une base. Et il y a une dynamique qui se crée qui est terrible pour lui, qui se crée en faveur de Juppé. Cette dynamique, c'est tous les ralliements. L'UDI en entier dit qu'elle se rallie. Il y a beaucoup d'adversaires dans la primaire qui se rallient à lui. Il y a eu Mariton, il y a Lefebvre. On sait que NKM est plutôt pro-Juppé, que Juppé l'a d'ailleurs plus ou moins aidé à accéder à cette primaire. On sait que Fillon, plutôt de Végian qui se prononce pour lui. Donc il y a quand même une dynamique pro-Juppé qui est aussi une dynamique de raison, qui est que les gens se disent, au fond, il va faire un mandat, il va nous laisser grandir politiquement, il va nous laisser de la place. C'est valable aussi pour tous ceux qui ont accédé à des gros exécutifs locaux avec des milliards de budget, des gens comme Wauquiez, des gens comme Pécresse. On va prendre quelqu'un de moins gênant qu'un Sarkozy, moins envahissant, peut-être quelqu'un qui va être plus sage, plus respectable aussi, dans le sens où on a besoin de rétablir de l'ordre dans les institutions républicaines qui ont été un peu mises à mal par les années Hollande, qui sont des années de flou. Tout ça peut bénéficier à Juppé. C'est vrai que ce n'est pas le cri du cœur. Je connais personne personnellement, c'est vrai.
qui dit Juppé, on te veut, on te désire. Mais il y a un besoin de Juppé quelque part à droite. C'est ça la problématique. Il y a un besoin de Juppé, Christine Clair? Oui, je pense qu'il y a effectivement une alternance. On a besoin de calme. Alors vous me direz, c'était le jeu qu'avait joué François Hollande déjà face à Sarkozy. Simplement, Sarkozy, il a déjà joué 2 campagnes en boxeur, avec une énergie formidable, qui fait l'admiration de tout le monde, qui galvanise les salles. Mais c'est un rôle dans lequel on l'a beaucoup vu. Et on a été un peu échaudés. On a déjà vu le film. Alors nous verrons. On a déjà vu quelle sera l'attente de renouveau. Regardez Ambition Intime. Sur la forme dans Ambition Intime, Nicolas Sarkozy est parfait, mais c'est pas lui qui marque. Ça va être le maire parce qu'on découvre une émotion chez le maire. Pour vendre les livres, il vend le plus de livres. Il dit regardez, c'est moi qui vends le plus de livres, c'est moi qui attire le plus de gens à la télé, etc. Mais ça ne se traduit pas forcément en vote. Il y a le côté star et le côté. On est sur des analyses endogènes. Si demain il se produit ce qu'on ne souhaite évidemment pas du tout, un attentat, quelque chose qui remet vraiment au vif les questions de sécurité, on voit bien que les choses peuvent changer parce que la psychologie des gens et des foules, ça peut être de dire allons vers celui qui incarnera le mieux ça. J'allais dire malheureusement. Je vous remercie pour cette analyse ce soir. Merci beaucoup Christine Clair, Philippe Moreau-Chevrolet, Eric Fotorino, Frédéric Dabi, je vous garde avec nous toute la soirée. On va s'arrêter à présent sur le mode d'emploi de cette primaire, les dates, les électeurs potentiels, tous les détails avec Quentin Calmet. C'est l'événement politique de cet automne, une primaire inédite à droite et qui pourrait désigner le prochain président de la République. Un scrutin organisé les 20 novembre et 27 novembre dans 10 228 bureaux de vote précisément. Un vote papier qui devrait ressembler à celui de la primaire de la gauche organisée en 2011. Seuls les Français de l'étranger pourront voter par Internet et aucune procuration ne sera possible. Tous les Français inscrits sur les listes électorales peuvent voter à 2 conditions précisées dans la charte de la primaire. Il faut partager les valeurs républicaines de la droite et du centre tout en s'engageant pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. Il faudra également verser 2 € par tour, une contribution qui devrait permettre à la primaire de ne rien coûter au parti si au moins 2 millions d'électeurs se déplacent. La primaire vise à départager 7 candidats, Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy. Des candidats qui débattront au total à 3 reprises à la télévision et à la radio. Ce soir, mais aussi les 3 novembre et 17 novembre, le débat d'entre-deux tours aura lieu le jeudi 24 novembre. Afin de faire oublier le psychodrame de 2012 entre Jean-François Copé et François Fillon, cette primaire est organisée sous le contrôle d'une haute autorité indépendante présidée par Anne Levade, avec un site internet dédié, primaire2016.org. Voilà pour les contours et le mode d'emploi de cette primaire. On va tout de suite rejoindre Delphine Gérard. À votre micro, Delphine, eh bien, c'est un soutien de Jean-François Copé, Michel Tabarot. Oui, effectivement, Sonia, avec Michel Tabarot, bonsoir. Alors, on sait que ce soir, peut-être Jean-François Copé n'a rien à perdre dans ce débat. Comment s'est-il préparé et quelle est la stratégie qu'il va essayer de mettre en œuvre ce soir ? Écoutez, il s'est préparé comme il le fait à chaque fois qu'il prépare un débat. C'est quelqu'un qui a l'habitude de débattre. Il l'a fait encore récemment contre le président du CCIF à Sciences Po. Et c'est quelqu'un qui donne tout au long de sa campagne la parole à la salle, donc qui est tout à fait exercé et habitué à cette pratique. Là, il est très bien, il est concentré, bien entendu, je pense comme tous les candidats, mais serein. Pour nous, c'est un démarrage, une nouvelle séquence de la campagne avec un démarrage parce que les Français vont enfin voir les candidats tous ensemble, pouvoir faire la différence entre les personnalités des uns et des autres et puis surtout apprécier les projets des uns et des autres. Je pense que voilà, c'est une occasion de montrer ses propositions, de rappeler qu'il est sur ce concept de la droite décomplexée depuis des années, qu'il n'a pas changé, qu'il n'a pas souhaité mettre la barre à gauche ou à droite. Il est dans un couloir politique avec une véritable analyse de ce qui se passe dans notre pays et des propositions très concrètes, particulièrement sur la méthode où il souhaite proposer les ordonnances aux Français pour être sûr de faire immédiatement ce qu'on se sera engagé à faire auprès des Français. Je crois que c'est le plus grand reproche et en tout cas c'est ce qui l'a vraiment choqué lorsqu'il a rencontré les Français dans le cadre des différentes réunions et de ses présences sur le terrain. C'est de voir à quel stade on ne nous croit plus
On ne nous croit plus parce que lorsqu'on a été au pouvoir entre 2007 et 2012, eh bien, on n'a pas fait tout ce qu'on s'était engagé à faire. Et là... Est-ce que certains candidats ce soir redoutent peut-être un coup d'éclat de Jean-François Copé? Est-ce qu'il peut aller sur ce terrain des affaires et dans des attaques personnelles? C'est pas son style. Voilà, c'est quelqu'un de franc, de direct, qui dira les choses qu'il a besoin de dire tout au long du débat. Après, il n'est pas dans l'idée d'un coup d'éclat. C'est un homme politique qui a de l'expérience, qui a eu des responsabilités, qui a été ministre, qui a présidé notre famille politique. Par contre, il veut dire des choses claires. Il n'a pas de langue de bois. Il a l'intention de rappeler ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. C'est véritablement son souhait et surtout ce qu'il propose pour donner envie aux Français de croire à des hommes et à des femmes politiques. Il faut qu'on montre une efficacité, un courage. Il a ce courage, il a cette solidité. Les épreuves qu'il a vécues l'ont montré. Donc voilà, je pense que ça va être une séquence intéressante pour lui ce soir. Bien, merci beaucoup à Michel Tabarot d'être venu en direct ce soir à notre micro. Voilà, c'est à vous Sonia, à 3/4 d'heure à présent du début de ce premier débat. Exactement, merci Delphine. Et si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct sur Public Sénat pour une grande soirée politique. Tout à l'heure, à 21h précise, diffusion sur notre antenne du premier débat de la primaire de la droite et du centre. Juste après, à partir de 23h20, 30, eh bien, ce sera le grand débrief suivi de paroles de jeunes. Et tout au long de cette soirée, on retrouve nos journalistes sur place. Vous l'avez vu, Delphine Girard, Michael Samès. En attendant, à présent, on poursuit l'analyse autour de cette confrontation ce soir pour évoquer à présent le fond, les programmes, les différences et les nuances entre les candidats. Alors, sur l'aspect économique, on voit tout cela avec Sandra Sercarin. On en parle juste après. Le libéralisme assumé par tous. En économie, les propositions des candidats à la primaire de la droite se rejoignent. François Fillon, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet, tous sont favorables à la fin des 35 heures, l'allègement du coût du travail, des allocations chômage dégressives et des prestations sociales à la baisse. Les points communs sont tels que certains vont même jusqu'à s'accuser de plagiat. Alors pour se démarquer, les candidats misent sur des différences d'échelle. Tous d'accord pour supprimer des postes de fonctionnaires, mais c'est sur l'ampleur de cette suppression qu'il y a des divergences. 250 000 à 300 000 postes de moins pour Alain Juppé, 600 000 pour François Fillon. La fourchette la plus haute revient à Bruno Le Maire. Il veut mettre fin à la fonction publique territoriale et supprimer ainsi 1 million de postes en 10 ans. Sur l'âge légal du départ à la retraite, Nicolas Sarkozy propose un départ à 63 ans en 2020, puis 64 ans en 2025, quand les autres proposent un départ à 65 ans. Sur le montant de la baisse des dépenses publiques, François Fillon se démarque en proposant une réduction de 110 milliards, soit 10 à 20 milliards de plus que ses concurrents. Enfin, contrairement à ses rivaux, Nathalie Kosciusko-Morizet n'est pas favorable à une suppression de l'ISF, mais promet des aménagements. Voilà, quels sont les programmes des différents candidats qui vont s'opposer ce soir? Quelles différences, quelles nuances, à la fois sur le plan économique et social, et bien sûr aussi sur les questions de l'identité, de l'immigration, de la sécurité, et puis des valeurs de manière plus générale. On en parle avec nos invités ce soir. Frédéric Dabi, qui nous accompagne tout au long de cette soirée, directeur général adjoint de l'IFOP. Avec nous également Jean Garrigue, bonsoir et bienvenue. Historien, essayiste. Face à vous, Emmanuel Soufi, bonsoir. Bonsoir. Journaliste spécialisé dans les questions sociales auprès du magazine Liaison Sociale. Et nous accompagne notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir. Deux grands thèmes, madame, messieurs, seront abordés ce soir. D'un côté, bien sûr, il y a les questions économiques et sociales. Et puis, il y a les questions qui sont liées au thème de l'immigration, de l'identité. On va parler ce soir de ces deux pôles en détail, mais selon vous, je voulais vous demander d'abord, Jean Garrigue, les Français, et plus spécifiquement dans le cadre de cette primaire, les électeurs de droite vont voter en fonction de quel thème? En tout cas, si l'on croit les sondages, mais là Frédéric est beaucoup plus apte que moi à en parler, les Français attendent surtout qu'on parle du chômage, qu'on parle éventuellement des questions sociales, de l'immigration aussi, de la sécurité, mais beaucoup moins de l'identité, en tout cas, qui a été au cœur des débats depuis 3 semaines, enfin, notamment à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Donc, le gros problème, en fait, c'est que ces questionnements-là sont des questionnements sur lesquels, on vient de le montrer, il n'y a pas forcément énormément de différence entre les différents candidats. Alors, est-ce qu'ils vont nous montrer, est-ce qu'ils vont faire surgir, insister sur ces différences? Regardez ce qui accrédite vos propos, selon ce sondage Odoxa. Le chômage, bien sûr,
Et l'identité n'est même pas citée. Je crois qu'elle vient vraiment en dernier, alors que c'est le sujet qui monopolise beaucoup les débats sur les plateaux de télévision et au micro des radios. Oui, mais c'est ce qui, c'est un peu le grand problème de ces primaires, en tout cas de ce qu'est aujourd'hui l'atmosphère de la campagne. Alors c'est vrai que ça tient beaucoup au positionnement de Nicolas Sarkozy, qui est celui qui maintenant a intérêt à faire bouger les lignes, parce que le retard qui a été pris n'est pour l'instant pas rattrapé. Au contraire, il se creuse derrière Alain Juppé. Et on a d'ailleurs, on va avoir ce paradoxe dans ce débat des primaires, d'avoir en fait un favori qui incarne l'image du rassemblement, du père protecteur, qui n'a pas intérêt à bousculer les lignes, mais qui a quand même intérêt à montrer qu'il est aussi un homme d'autorité. Et alors que Nicolas Sarkozy, qu'on a vu depuis quelques semaines dans l'effervescence, dans la provocation, dans le clivage, lui a quand même intérêt aussi à montrer qu'il peut être ce président apaisant, qu'il s'était montré d'ailleurs face à Ségolène Royal lors du duel de 2007, où il avait réussi à endosser cette image-là. Donc il y a quelque chose de presque un petit peu, je dirais, anachronique entre ces deux. Et nous verrons quelles seront leurs stratégies ce soir dans un peu moins d'une heure. Jean-Louis Gombault, évidemment, toutes les études, on vient de le voir, montrent que l'économie, le chômage, c'est la priorité des Français, des électeurs quels qu'ils soient, de droite comme de gauche. Sur cette question, les candidats qu'on va voir ce soir ont beaucoup attaqué François Hollande. On les attend aussi sur ce sujet, leurs solutions, leurs programmes. Alors quand on lit, j'ai vu, il y avait 182 propositions si on prend l'ensemble des 7 candidats. Donc même plus, ouais. C'est vraiment un problème compliqué. Et quand on présente ça, ce qu'on vient de voir, et ce qui est la réalité, ce qui est dit par les candidats, est-ce que c'est de l'économie ou de la comptabilité ? Parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. L'économie, enfin, moi qui suis un passionné de l'économie, c'est des perspectives. C'est ça qui intéresse les Français. Quelle différence ? Fillon dit 110 milliards de dépenses en moins, l'autre va dire non, 90. Mais tout ça, ça ne signifie pas grand-chose. C'est pas véritablement ça l'économie. D'ailleurs, je fais une précision. Et on a beaucoup reproché à François Hollande dans ses économies de faire des économies tendancielles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'auraient été les dépenses si on avait continué sur le même rythme qu'auparavant, pour dire les 50 milliards d'économies, ce n'est pas des vraies économies, parce qu'en réalité, en volume, ça augmente quand même. Eh bien, dans leur calcul, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire la critique fondamentale qui avait été faite sur François Hollande sur ces économies, c'est des fausses économies parce que c'est des économies tendancielles, on retrouve à peu près les mêmes calculs. Donc ce qui nous manque, simplement en un mot, ce qui nous manque, c'est qu'on nous dise effectivement qu'est-ce que tout ça va apporter en termes de croissance et d'emploi et de perspectives. C'est la vraie question. Je vais vous laisser réagir. Juste un moment, on va rejoindre Mickaël Sammet. C'était il y a quelques minutes. À son micro, il y avait Rachida Dati, soutien de Nicolas Sarkozy. Rachida Dati, qu'est-ce que vous attendez de ce débat ce soir ? On attend ce débat de la clarté. La ligne politique, en tout cas la ligne de chaque candidat, et puis qu'il y ait un véritable échange sur tous les sujets qui préoccupent les Français. Voilà ce que j'attends de ce débat. Pour votre candidat, est-ce qu'il quelle doit être sa stratégie selon vous ? Est-ce qu'il doit attaquer ? Est-ce qu'il doit la jouer un petit peu plus au-dessus de tout le monde, qu'il a été président de la République ? C'est pas un jeu, hein. Il s'agit d'une échéance, ce sont les préliminaires de la présidentielle. Donc aujourd'hui, nous devons effectivement avoir un débat pour que les électeurs de la droite et du centre puissent choisir leur candidat pour l'élection présidentielle. Donc c'est important que nos électeurs se reconnaissent dans le candidat qu'ils choisiront. Donc il est important que chacun dévoile sa ligne pour qu'ils puissent choisir en connaissance de cause, dans la clarté et par conviction. Avec un code de bonne conduite ? C'est inhérent à chaque candidat. Vous savez, si ça se comporte mal, on le paye très cher. Donc c'est comme ça que, en tout cas, c'est comme ça que Nicolas Sarkozy fait sa campagne à ce jour, d'ailleurs. Merci beaucoup, Rachida Dati. Et on va poursuivre ce tour des soutiens des différents candidats, à présent avec le député Hervé Guémard, qui est en charge notamment de la campagne, en tout cas du programme d'Alain Juppé, et qui est au micro de Delphine Girard. Oui, effectivement, Sonia, avec Hervé Guémard, bonsoir. Alors, on sait que Alain Juppé est dans cette position de favori ce soir. Ça peut être à la fois confortable, mais aussi une position dangereuse. Alors, comment envisage-t-il ce débat ? Comment est-ce qu'il compte prendre des risques ou peut-être pour conserver cet avantage, rester dans une posture un peu plus modérée ?
Il est dangereux d'être favori, dangereux d'être en perte de vitesse, donc on n'est jamais satisfait de la situation dans laquelle on est. Non, Alain Juppé est un homme très serein qui laboure la France depuis 2 ans à la rencontre des Français, et ce que les Français veulent, c'est retrouver un vrai président qui incarne la dignité de la fonction et qui dise précisément ce qu'il va faire et qu'il fera en ayant publié auparavant tous les textes qu'il compte mettre en œuvre pour redresser notre pays. Donc il est dans une situation de grande vigilance parce qu'il sait que le pays est dans une situation très difficile, qu'il souffre, mais qu'il a envie d'espérer. Donc son ambition, c'est celle-là, élever la ligne d'horizon et puis fixer un cap à tous les Français qui devront l'accompagner dans cette belle reconquête française. Il a beaucoup été reproché de tendre la main à un électorat de gauche. Est-ce qu'il va continuer sur cette ligne ce soir? C'est un débat artificiel, parce que s'il n'y avait pas des électeurs qui, d'une élection à l'autre, changent d'opinion, il n'y aurait jamais d'alternance. Donc qu'il y a eu des déçus du sarkozysme qui ont voté Hollande ou qui se sont abstenus, ou qui ont voté nul et blanc, il y aura des déçus du hollandisme et on ne va pas les rejeter. Une élection se gagne toujours avec 50% des voix plus une. Il faut rassembler, rassembler, rassembler. C'est ce que nous faisons depuis le début. Il ne s'adresse pas à telle ou telle catégorie de Français, il s'adresse à tous les Français pour ce beau projet collectif. Donc ce débat, à mon avis, il n'y a pas lieu d'être. Avec ce risque pourtant que Nicolas Sarkozy conteste le résultat de cette primaire? Je ne vois pas que Nicolas Sarkozy ni quiconque conteste le résultat d'une primaire qui est organisée par une haute autorité avec l'accord de tout le monde, où toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. Nous avons un bel exercice de démocratie participative et nous devons le réussir collectivement. Et celui ou celle qui s'affranchirait de ces règles, je pense, serait très sévèrement sanctionné par notre électorat. Vous le disiez, beaucoup de Français vont regarder ce débat ce soir. Il va falloir montrer une image unie de la famille des Républicains, de cette droite et du centre. C'est encore possible, vous y croyez? Sans une élection, c'est quoi? C'est un homme ou une femme, candidate ou candidat, une manière d'être, un style, et c'est un projet. Donc on a des femmes et des hommes qui sont de qualité, qui ont des parcours différents, des ambitions différentes. Donc les Français ont le choix et nous soutiendrons le meilleur d'entre eux. Merci beaucoup Hervé Guémard d'avoir été en direct sur Public Sénat. Voilà Sonia pour cette nouvelle réaction, c'est à vous. Merci Delphine et à tout à l'heure avec tous les soutiens des candidats à votre micro. On va rester sur le fond, les programmes Emmanuel Soufi en économie. Les ressemblances sont plus fortes que les différences, mais il y a des nuances. Est-ce qu'il y a, comme il a souvent été dit et écrit, une course au plus libéral, même au thatchérisme? Est-ce que c'est un épouvantail ou une réalité à droite? C'est vrai, c'est juste. Alors l'expression de thatchérisme est assez forte, mais tout à fait justifiée. On parle du choc fiscal. Là, si on prend les programmes... Quand même, ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de fournir des gros pavés. On pourrait parler de choc social, parce que ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Donc, il y a la fin des 35 heures, la fin des contrats aidés, qui sont quand même, pour beaucoup de demandeurs d'emploi, ou on peut qualifier aussi des solutions pour s'insérer et rebondir. La fin du compte pénibilité aussi, qui avait été une conquête pour de nombreux salariés qui ont occupé des métiers pénibles de partir plutôt en retraite. La fin de la retraite à 62 ans. La fin de la loi El Khomri aussi. Non, je t'ai plus là. Voilà. Je voudrais continuer un petit peu longtemps, aussi faciliter le licenciement, notamment pour des causes de réorganisation. Donc voilà, on se demande juste, au niveau de la méthode, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire ça. Aussi l'alignement des retraites du privé et du public. Donc voilà, là où les débats sur la loi travail nous ont montré une mobilisation extrêmement forte et que donc il y a eu un échec quand même de la méthode Hollande, comment la méthode Sarkozy, Le Maire, Fillon, Juppé pourraient réussir là où la gauche a échoué là, quelque part. C'est peut-être le plus important, parce que là, c'est la faisabilité. C'est une poudrière sociale à la rentrée de septembre 2017, c'est-à-dire que... Frédéric Dabi, on a souvent décrit sur ce plateau une France, à certains moments, hystérisée avec même des bouffées de violence dans les différents cortèges. Comment ces candidats-là vont faire passer cette potion amère? Là, la question, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, Sonia, du comment, qui va vraiment être très important à expliquer, à prouver aux Français. On voit surtout là les limites de cette logique de la primaire, qui est une logique de distinction, on le disait, une logique de surenchère. Le mot que vous utilisez, thatchérisme, c'est un mot repoussoir pour 80% des Français. Le dernier candidat à une élection présidentielle qui s'est dit libéral, qui s'est dit au service du libéralisme, c'était Alain Madelin, c'est 4%. C'est un mot qui
est un peu plus accepté, mais qui clive beaucoup, en fait, l'opinion. Et là, on voit le décalage entre les programmes de ces différents prétendants des Républicains et ce que souhaitent les Français. C'est ce que disent les Hollandais, les proches du président, qui attendent la confrontation des projets pour, par différence, faire remonter François Hollande. Il y a aussi un élément de sondage IFOP que j'aimerais bien vous faire partager. La semaine dernière, une enquête mensuelle sur la popularité présidentielle, elle est bien sûr mauvaise malgré un petit progrès. Est-ce que l'opposition incarnée par les Républicains ferait mieux, moins bien ou ni mieux ni moins bien? 53% elle ferait ni mieux ni moins bien. Et on a plus tendanciellement de gens qui disent qu'elle ferait moins bien, 26%, qu'elle ferait mieux, 20%. Et même chez les sympathisants républicains, 1 sur 2 sont dans une sorte de scepticisme. Elle est là, la dévalorisation et le scepticisme par rapport Alors ça, c'est à un la élément politique. très important. Je vais vous laisser réagir. Et est-ce qu'il suffit de dire à gauche au secours, la droite revient pour se maintenir au pouvoir? Vous nous direz, Jean-Luc Gombault et Jean Garrigue, ce que vous en pensez. Mais d'abord, on va retrouver Christian Jacob. C'était il y a quelques minutes au micro de Mickaël Samez. Christian Jacob, soutien de Nicolas Sarkozy. Christian Jacob, qu'est-ce que vous attendez, vous, du débat ce soir? Écoutez, chaque candidat puisse dérouler son projet, ce que Nicolas Sarkozy fait avec beaucoup de clarté. Je pense d'ailleurs que c'est celui qui l'a fait avec le plus de détails. C'est ça qui est important, c'est de faire comprendre les enjeux de cette primaire de la droite et du centre et que tous les électeurs de la droite et du centre puissent se retrouver. C'est quoi un bon débat pour Nicolas Sarkozy? Un bon débat, c'est un débat qui va sur le fond. C'est ce qu'il fait, n'a jamais répondu d'ailleurs à aucune polémique. Il est sur le fond, que ce soit sur les sujets qui concernent la fiscalité, la sécurité, le terrorisme, l'économie, les affaires sociales, donc c'est cela. Vous craignez les polémiques ce soir? Non, je pense que personne n'a intérêt à cela. Ce qui compte, c'est justement d'être le plus pédagogique possible sur son projet. Qu'est-ce qui fera que Nicolas Sarkozy pourrait gagner ce débat ce soir? D'abord, l'enjeu, c'est de gagner la primaire. Il y aura d'autres débats, mais c'est sans doute celui qui a le projet le plus abouti, qui a aussi dit clairement comment il allait gouverner. Avec qui, on ne le sait pas de la part de tous les candidats. Ça fait partie des questions qui devront être évoquées. Il faut être transparent. L'intérêt de la primaire, c'est d'être le plus transparent avant pour être le plus efficace après. Merci Christian Jacob. Voilà, il faudra être pédagogue, dit Christian Jacob. Quel est votre avis, justement, Jean Garrigue, par rapport à tout ce qu'on a dit? Il va falloir expliquer ces programmes un peu oui, mais durs. justement, le cadre de ce débat ne s'y prête pas. Hein. Ce sont des questions auxquelles on répond en 1 minute. Et précisément, moi, je crois que François Fillon, il a précipité la primaire de la droite dans un piège. C'est-à-dire qu'il est celui qui a été persuadé qu'il fallait ce choc néolibéral pour sortir de la crise, des problèmes que rencontre l'économie et la société française, et qui a conçu, il y a quelques mois déjà, un plan extrêmement cohérent et une méthodologie d'attaque très rapide, justement, qui suivrait l'élection présidentielle et en jouant sur la dynamique d'une élection présidentielle qui existe réellement, qui est effectivement quelque chose, qui est une hypothèse politique crédible. Mais ce faisant, il a entraîné tout le reste, tous les autres candidats, dans cette espèce de surenchère dont on parlait tout à l'heure, et dont on sait très bien, ou en tout cas beaucoup d'économistes et beaucoup d'analystes savent qu'au fond, elle n'est pas forcément crédible, pas réaliste, et en tout cas qu'elle se heurterait à une tempête sociale qui rend donc quelque chose d'artificiel dans ce débat, d'autant plus que l'explication et la mise en place du projet tel qu'on pourrait l'attendre. Parce qu'on peut concevoir cette rupture à l'intérieur d'un grand projet, d'un grand dessin, qui devrait même être un dessin européen d'ailleurs, parce que ça aussi c'est une dimension qui passe complètement à l'as. Mais bon, ce serait un autre sujet. Et donc là, on va se retrouver avec des petites bribes de propositions, mais qui justement sont très très loin de pouvoir expliquer aux électeurs. Et là, au-delà des militants, parce que les téléspectateurs, ils vont être très nombreux, leur expliquer le pourquoi et le comment de cette rupture. Mais il y a quand même un paradoxe, Jean-Luc Gombault. Expliquez-nous, Alain Juppé est le favori de la primaire de la droite et du centre. Il rassemble quand même aussi, dit-on, des électeurs de gauche. Il n'effraie pas donc sur son programme économique, alors que si on voit les détails de son programme, c'est tout aussi dur que les autres candidats.
Alors... Tout est dans la présentation, tout est dans la façon de faire. Il y a des nuances, certes. Non, il y a des nuances. Bon, sur les 30, c'est très dur. Oui, sur les régalien, c'est mais sur l'économie, sur les 35 heures, quand même, il va beaucoup moins loin que Fillon. Par exemple. Fillon, il dit chaque entreprise fixera le temps de travail qu'elle souhaitera, alors que Juppé dit il faut négocier dans l'entreprise pour arriver aux 39 heures, payer 39. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que dans un cas, il y a plus de normes de travail générales, alors que dans un autre, il y a quand même une négociation. Mais si on veut résumer l'ensemble de la politique qui nous est proposée, moi, j'ai pensé à une formule que vous connaissez très bien, Sonia, c'est « on va plus loin ». C'est-à-dire, en fait, on va plus loin que ce qu'on fait en réalité les socialistes. On prolonge complètement Pardon ? Je vais exiger des droits d'auteur. Voilà. Donc on prolonge ce qui a été fait, notamment sur... Vous avez dit, c'est juste, suppression de la loi El Khomri, mais pour en faire une autre qui va plus loin. Et il y a quand même, chez M. Hollande, il y a 40 milliards d'économies. On va plus loin, on va aller à 80, etc. Donc tout va... Alors l'idée... Oui, non, je parlais de 80 à 110 selon les candidats. Mais je veux dire, leur idée, c'est la suivante. On va vraiment tout mettre sur la table et comme ça, les gens seront prévenus. Parce que, évidemment, ils ont vu à quel point M. Hollande n'a pas respecté l'ensemble de ses engagements et même a introduit dans sa politique des choses qui n'étaient pas prévues, la loi El Khomri notamment. Mais là où je crois qu'il y a une erreur fondamentale, en fait, il y a une grande réforme du début du quinquennat, c'est quoi ? C'est quand même le mariage pour tous. Le mariage pour tous est annoncé dans le programme, alors vraiment c'est écrit noir sur blanc. Or, ça provoque un tollé général pour les gens qui s'y opposent, des manifestations considérables. En revanche, quelque chose qui n'était pas prévu au programme et qui a été fait, c'est la loi El Khomri, et ça provoque également... Donc, le fait de dire « je préviens et j'aurai la paix », votre réaction sur ce que dit Jean-Luc Gombault, vous avez dit tout à l'heure, il faut quasiment tout dire avant pour pouvoir tout faire après. C'est le cas, même s'il y a un risque, finalement, de perdre, on met tout sur la table. Voilà, et puis au pas de course, c'est-à-dire que la plupart des candidats, notamment François Fillon par exemple, lui, il se donne 3 mois. C'est-à-dire que dans son livre, il explique clairement qu'en 3 mois, alors il aligne la retraite du privé sur le public, il refait passer tout le monde aux 39 heures, enfin, des réformes qui sont franchement... complexe à mettre en œuvre. C'est les 100 jours de Roosevelt, ça. Voilà, c'est exactement. J'y vais au char d'assaut. Et la plupart sont dans une... Il y a une forme d'antisyndicalisme aussi dans la plupart des programmes. C'est-à-dire que tous donc veulent... Antiparitarisme même. Et d'antiparitarisme, parce qu'il y a pas pour tous. Non, mais le maire veut privatiser Pôle emploi. Nicolas Sarkozy également. L'assurance chômage reviendra à l'État, etc. Les syndicats, écoutez, vous ne faites pas plus de 2 mandats, puis on s'arrête. Il ne faut pas que ça dure plus de 50% de votre temps de travail, alors qu'en même temps, ils veulent donner plus de pouvoir de négociation dans l'entreprise. Mais avec quels interlocuteurs, puisque on réduit à peau de chagrin l'exercice du mandat syndical. Intéressant. Il y a des incohérences que je ne... Je vais vous laisser réagir juste un instant. On va rejoindre Mickaël Samès, qui est avec Gilles Boyer, c'est le directeur de campagne d'Alain Juppé. Gilles Boyer, vous êtes l'un des responsables de la campagne d'Alain Juppé. Qu'est-ce que vous attendez de votre candidat ce soir pour ce débat ? J'attends qu'il puisse exposer ses idées. C'est un horizon de temps très spécifique. On a 1 minute pour s'exprimer sur des sujets très complexes. Donc l'idée, c'est d'identifier à chaque fois 1 ou 2 choses qui doivent absolument transparaître de ce qu'il dit. Et après, un débat comme ça, c'est une impression globale qu'on en retient, au-delà des mots qui sont prononcés. Donc on s'est préparé en conséquence, avec cette échelle de temps très particulière de la minute, à laquelle on n'est pas forcément habitué, mais c'est le problème d'ailleurs pour tous les candidats. Et donc après, on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, sachant qu'il y aura forcément une bonne dose d'imprévu dans un débat comme celui-là, et tant mieux d'ailleurs. Vous attendez de l'imprévu, parce qu'on nous dit depuis tout à l'heure que tout le monde va dérouler son programme, mais vous pensez qu'il y aura de l'imprévu ? En tout cas, je pense que c'est possible qu'il y en ait. Voilà. Après, la surprise, ce serait qu'il n'y ait pas d'imprévu. Ça peut aussi se passer comme ça. On ne sait jamais à l'avance, en vérité. Il y a des débats où il ne se passe rien, il y a des débats où il se passe quelque chose, et on le sait après. Voilà. Donc à part se préparer le mieux possible, connaître son projet sur le bout des doigts, essayer d'avoir les bonnes réactions au bon moment, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire de plus. Vous connaissez par cœur votre candidat. Est-ce que physiquement, mentalement, il s'est préparé pour ce débat ?
Oui, bien sûr, il s'est préparé, mais en vérité, ça fait 2 ans qu'il se prépare, parce qu'on est en campagne, nous, depuis plus de 2 ans. Et les moments comme ceux de ce soir, c'est des moments de vérité où on sait si on est prêt ou si on n'est pas prêt. Et si on n'est pas prêt, ça se voit. Si on est prêt, ça se voit aussi. Donc, du coup, je l'appréhende avec une certaine sérénité, parce que je l'ai vu dérouler son projet maintenant avec beaucoup de conviction, beaucoup de connaissances, donc je ne suis pas très inquiet. Tranquille. Oui, de toute façon, on ne va pas s'énerver. Après, je connais la part d'imprévisible dans ces exercices. C'est la première fois qu'Alain Juppé, comme les autres, doit négocier un moment comme celui-là. Un moment de grande visibilité médiatique entre gens de la même famille politique. C'est la première fois, quelle que soit son expérience, quelle que soit l'expérience des autres. Donc c'est un exercice inédit, ce qui le rend passionnant, mais ce qui le rend aussi extrêmement imprévisible. Merci beaucoup, Gilles Boyer. Voilà pour cette intervention calme, apaisée de Gilles Boyer. Et on va découvrir à présent en direct, j'allais dire, c'est la photo de famille de cette primaire de la droite et du centre. Premier débat, vous les découvrez en ce moment en direct, les 7 candidats. Nicolas Sarkozy qui est au centre, Nathalie Kosciusko-Morizet à ses côtés, Alain Juppé, Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Frédéric Poisson et j'en oublie un qui est François Fillon évidemment, qui est de l'autre côté. La voici, la photo de famille, les préparatifs. Je vous rappelle que dans moins d'un quart d'heure, nous serons en direct. Le premier débat sera diffusé sur notre antenne, sur Public Sénat. Restez avec nous pour cette édition spéciale. Démarrée à 19h30, on va continuer à parler du fond. Jean Garrigue, les candidats, on vient de le dire à peu près sur les programmes économiques, c'est des nuances. Si on compare par rapport à la primaire de la gauche en 2011, il y avait quand même de grosses différences entre Arnaud Montebourg, Manuel Valls. C'était un vrai débat sur ce plan-là. D'ailleurs, moins entre les 2 principaux candidats, même s'il y avait quand même, on voyait quand même déjà apparaître des failles, mais dans les challengers, du côté d'Arnaud Montebourg, on avait un projet où déjà le souverainisme, le produire français, etc., apparaissait quand même comme quelque chose de porteur. De l'autre côté, Manuel Valls, qui était clairement identifié dans une amorce de social-libéralisme, socialisme pragmatique, voilà. Et donc, il y avait là quelque chose de très clair, qu'on peut retrouver aussi parce qu'il y a Jean-Frédéric Poisson, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a des sensibilités qui se dégagent. À propos de la réduction de temps de travail ou du nombre des fonctionnaires, moi j'ai remarqué qu'Alain Juppé, il ne touche pas au temps de travail des fonctionnaires, aux régimes spéciaux. Il y a quand même une sensibilité différente qui se... de les rappeler. Et puis, alors je rappelle aussi quand même, on est dans quelque chose de complètement surréaliste qui ne correspond pas du tout à l'esprit de la Ve République, mais on n'en est que là aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on est à la première étape d'un très très long cheminement. Alors donc, on va continuer à décliner les différents détails et programmes. On va arriver dans quelques instants au thème régulier. Mais d'abord, Delphine Girard, vous êtes avec Jérôme Perrin. C'est un soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, effectivement, Sonia, Jérôme Perrin, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on sait que Nathalie Kosciusko-Morizet va ce soir aller sur des thèmes qu'elle estime nouveaux pour une France nouvelle. Hein. C'est dans son programme sur l'économie numérique, l'ubérisation de la société. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui peut s'avérer payante pour la cadette et la seule femme de cette primaire ? Ce n'est pas une stratégie, c'est une réalité. Elle considère que ce sont là des thèmes et des attentes des Français, où d'ailleurs les Français, eux, cherchent des solutions tous les jours sur l'économie numérique. C'est un quotidien de beaucoup de Français. Donc elle considère qu'il faut effectivement parler à tous ces gens qui sont dans une nouvelle économie, qui gagnent leur vie souvent ou ont un complément de salaire par rapport à ça, voire pour certains c'est complètement leur vie. Et tous ces salariés qui ne sont pas des salariés mais qui sont des travailleurs indépendants doivent être pris en considération par les politiques, bien sûr. Il va falloir cliver pour se distinguer, mais à la fois offrir une image unie de la famille de la droite républicaine ce soir. Est-ce que ça, c'est encore possible ? Oui, bien sûr, c'est encore possible parce que cliver sur les clivages du passé, ça ne sert à rien. Cliver sur des choix à faire pour l'avenir, ça, c'est très important. Et prendre une option numérique, par exemple, très importante, prendre une option européenne, elle est pratiquement aujourd'hui la seule qui parle d'Europe dans cette campagne, d'Europe de la sécurité, d'Europe du renseignement, d'Europe de la justice, même d'Europe agricole. Je trouve qu'on n'en parle plus tellement, alors qu'il y a une crise des filières laitières, notamment encore ces jours-ci. Pour autant, sa campagne peine à décoller. Est-ce qu'il faut qu'elle passe à la vitesse supérieure ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet ? Sa campagne, jusqu'à présent, l'a amenée à rechercher les parrainages pour être dans la primaire.
Dieu sait qu'on nous a dit qu'on allait peiner à y aller. Maintenant, on est dans la primaire. Ce soir, c'est le premier débat. Pour nous, la vie va commencer. C'est du Johnny Hallyday. Vous allez voir, ça va bien se passer. Eh bien, merci beaucoup, Jean Perra. Je vous laisse regagner le studio, puisque le débat, vous le savez, Sonia, va commencer maintenant dans quelques instants. C'est à vous. Merci Delphine, à tout à l'heure. Et justement, on vient d'entendre le soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet. Jérôme Perra, je voudrais vous poser cette question. Frédéric Dabi, Emmanuel Sophie, hier soir sur ce plateau, nous avions Gaspard Koenig notamment en invité, qui est le président de think tank libéral Génération Libre, et il nous disait, selon ses études, ses enquêtes, que le candidat, donc c'est la candidate la plus libérale sur les questions économiques et sociales, c'est NKM. Est-ce que ça vous surprend ? Oui et non, moi je la verrais plutôt comme la plus sensible aux questions écologiques. C'est quelqu'un qui a beaucoup amené, qui a repris suite à Jean-Louis Borloo le Grenelle de l'environnement. Elle a aussi un vrai engagement européen. Elle est plus libertarienne que libérale. Il y a aussi une sorte de concours avec François Fillon. Mais je le répète, cette étiquette libérale ne sera peut-être pas une si bonne affaire que cela. Je trouve que ce que disait Jean Garrigue sur Alain Juppé, beaucoup plus mesuré avec sa théorie de la goutte d'eau. Il ne faut pas mettre trop de gouttes d'eau dans le bol des Français pour ne pas casser le bol et qu'il y ait une explosion sociale qu'il a bien connue en 1995, passera mieux qu'un choc libéral quand on voit tout ce qui s'est passé autour de la loi travail. Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec Nathalie Kosciusko-Morizet, je trouve que c'est le positionnement qu'elle essaye d'avoir, notamment sur les sujets sociaux. Et donc de mettre le débat sur l'évolution du travail, notamment la percée du travail numérique, du travail indépendant, de tous ces contrats atypiques hybrides. Et donc leur donner un socle. Voilà, et je trouve qu'elle essaye de faire passer ce message-là qui a été alors complètement occulté, alors qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui travaillent en indépendance, sans protection sociale. Et là, je trouve qu'elle essaye de poser un peu le débat sur des sujets qui sont, pour le coup, dans les préoccupations des Français. Alors peut-être en décalage avec la base des Républicains, mais qui correspondent aux attentes, je pense, de la population en termes de travail et de lutte contre le chômage. C'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, ce sont des choses apparemment souterraines, mais qui avancent extrêmement vite et que les politiques se saisissent toujours à la dernière minute. Par exemple, il n'y a rien sur l'ubérisation, sur justement ce travail indépendant. Ce sont des choses qui explosent très vite. Et effectivement, j'ai vu, par exemple, il y a une enquête qui a été faite, on estime que la moitié des gens au travail en 2030, ce seront des gens qui font du travail personnel, indépendant, du travail indépendant. Et ça, par exemple, c'est dans aucun programme, sauf chez Kosciusko-Morizet. Donc c'est vrai que c'est peut-être la plus jeune d'ailleurs, je crois, avec le maire, mais effectivement, elle saisit ces choses-là. Alors, Madame, Messieurs, l'autre grand volet de ce débat, tout à l'heure, que vous pourrez suivre en direct sur Public Sénat, ce sont les sujets régaliens, la sécurité, la justice. On voit tout cela avec Sandra Cerquera, puis on en parle juste après. Pas de fracture idéologique à droite sur les questions de sécurité et de justice, avec des propositions semblables à quelques nuances près, et le terrorisme au cœur des programmes. Pour François Fillon, tout Français soupçonné de vouloir rejoindre Daesh doit être interdit de sortie de territoire. Bruno Le Maire veut lui créer des centres de détention spécifiques pour les terroristes. Pour Alain Juppé, il faut multiplier les déchéances de nationalité pour les binationaux auteurs d'actes terroristes. Aussi pour la droite, en matière de terrorisme, la prison préventive doit devenir la règle. Nicolas Sarkozy souhaite placer en détention les fichiers S jugés dangereux. Les 7 candidats réclament une réduction drastique des dépenses publiques, sauf pour le budget de la justice. Tous veulent créer de nouvelles places de prison, au moins 10 000 en plus sur 5 ans au minimum, et jusqu'à 30 000 pour Jean-Frédéric Poisson. Sur le volet pénal, l'heure est au durcissement. Tous les candidats prônent le rétablissement des peines planchées. Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy comptent interdire les remises de peine. Davantage de mesures répressives, autre illustration avec la justice des mineurs, quand Nicolas Sarkozy veut baisser la majorité pénale à 16 ans, Jean-François Copé exige des travaux de réparation dès l'âge de 12 ans. Au bagne. Voilà pour ces différents thèmes. Je voudrais d'abord qu'on parle de la sécurité. Le thème de la sécurité, Frédéric Dabi, il est prééminent. Il va l'être également ce soir. Est-ce que ce thème, normalement, il profite à l'ancien président, à Nicolas Sarkozy ? Oui, c'est vrai qu'il lui profite parce que déjà, il lui permet d'occulter son bilan boulet, si je puis dire, des années 2007-2012 en matière économique et sociale. C'est-à-dire que l'échec de Nicolas Sarkozy en 2012, c'est moins l'incarnation de la fonction que les promesses non tenues sur le travailler plus pour gagner plus et
l'échec sur la question du chômage. C'est vrai que c'est un sujet, et là on est vraiment sur une campagne présidentielle complètement inédite, qui est le sujet qui préoccupe le plus les Français. Et là on a vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu, un tout petit peu en mars 2002, quelques semaines avant la surprise du 21 avril. Pour autant, là, quand on interroge les Français sur quel est le sujet qui vous inquiète le plus, l'emploi est relégué de 41 points par les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Mais il faut bien faire attention à la question qui est posée. D'un côté, il y a qu'est-ce qui vous préoccupe, de l'autre, qu'est-ce qu'on souhaite voir aborder pendant la campagne. Et là, on retrouve les thématiques économiques et sociales sur lesquelles c'est vrai que Nicolas Sarkozy a un problème de crédibilité. Et voire peut-être François Fillon, parce qu'ils étaient aux affaires. Et c'est sur ça que Alain Juppé, d'un côté, voire Bruno Le Maire, de l'autre, peuvent se distinguer. Il ne faut pas confondre donc les deux manières de poser des questions. La sécurité surplombe la campagne et si par malheur un attentat survient, ça peut figer les choses et ça peut peut-être faire ressortir l'image d'autorité, de chef, de leadership de Nicolas Sarkozy, sur lequel il est clairement le meilleur par rapport aux autres, parce qu'il a occupé la fonction, mais il reste très pénalisé sur les questions économiques. Alors, on va réagir dans quelques instants. On va d'abord écouter les propos de Luc Châtel, soutien de Nicolas Sarkozy. Il est au micro de Mickaël Zamès. Luc Châtel, quelle doit être la stratégie de Nicolas Sarkozy ce soir? Attaquer ou rester fidèle à lui-même au-dessus de la mêlée? Je crois que les questions ne se posent pas comme ça. La vraie question, c'est de donner aux téléspectateurs le maximum d'informations pour qu'ils puissent faire leur choix. Voilà, il y a un vrai débat, il y a un débat sur le fond, puisqu'il y a certes un tronc commun de projets partagés par tous les candidats, mais il y a aussi des différences, des nuances sur les questions économiques, sur les impôts, sur la fiscalité et autres. Et puis ensuite, il y a des différences de personnalité. Donc c'est important que ce soir, les candidats puissent avoir ce rendez-vous, ce débat, pour que les Français puissent trancher. Voilà, la question n'est pas de savoir, il faut attaquer, il faut défendre. Vous savez, on est tous de la même famille politique, il faut arrêter de se prendre la tête aussi, hein. Vous étiez avec lui il y a quelques petites secondes. Il est comment? Est-ce qu'il est serein? Est-ce qu'il est concentré? Il est très calme, très concentré, très déterminé. Je pense qu'il est bien préparé. Vous savez, c'est un sportif de haut niveau, Nicolas Sarkozy. Donc quand on rentre sur le terrain, on est concentré, on est déterminé, on est prêt à débattre. Voilà. Merci beaucoup Luc Châtel. C'est incroyable. Voilà, merci Mickaël. C'est le jeu, c'est normal. Tous les soutiens ont intérêt à vanter le calme de leurs différents candidats et champions avant la confrontation qui va débuter dans maintenant quelques minutes. C'est à 21h à suivre en direct sur notre antenne. Jean Garrigue, restons sur le thème de la sécurité, oui, je voulais réagir. Compléter ce que disait Frédéric. Bon, c'est la primaire de la langue de bois. Là, franchement, on en prend, mais ça vraiment... ne va pas durer, j'espère, tout à l'heure. Moi, je pense que ça pourrait bien durer un certain temps. Enfin, bref. Mais sur cette question de la sécurité, moi, j'ai l'impression que le déficit de crédibilité de Nicolas Sarkozy, qui vient de ses échecs, de son bilan Boulet, comme vous disiez, qui vient aussi de la manière dont il a abordé ces sujets dans la provocation systématique depuis un certain temps, avec le couronnement étant le soi-disant référendum sur les fichiers S et le regroupement familial. Pourquoi soi-disant ? Ce sont des vraies propositions qu'il a formulées, on peut ne pas être d'accord. Beaucoup de juristes estiment que ce ne serait pas... Mais pas tous apparemment, Jean Garrigue, pour être honnête. Il y a un vrai débat. Il y a un débat, mais à tout le moins, il s'agit d'un projet provocateur. Bon. Et cette méthode-là, il semblerait que depuis quelques mois qu'elle est pratiquée, n'a pas porté ses fruits. En tout cas, Nicolas Sarkozy recule. Alors, peut-être pas en termes de manifestation d'autorité, d'image d'autorité, mais il me semble aussi que l'image d'autorité qui est celle d'Alain Juppé, on va parler d'une autorité apaisée, peut aussi bien satisfaire une grande partie de cet électorat, de ses sympathisants de la droite et du centre, puisque la primaire, ce sera la droite et le centre, et même au-delà. Donc, moi, je ne suis pas sûr que porter le terrain sur ces questions et en dramatisant les enjeux soit totalement profitable à Nicolas Sarkozy. Alors là-dessus, Jean-Luc Gombault, je veux vraiment vous entendre là-dessus, parce que... Ces deux référendums proposés, ce sont des propositions. On l'a dit, les constitutionnalistes, les experts ne sont pas d'accord. Est-ce que cela vous choque ? Cela vous choque, cette
parole donnée finalement au peuple, cet outil référendaire, il est très critiqué. Certains le qualifient, oui, de populiste. Est-ce que c'est votre avis? En tout cas, je pense que ce n'est pas l'avis des Français, qui sont plutôt favorables au référendum. Donc c'est important dans une campagne électorale d'avancer des propositions qui plaisent aux... Frédéric nous dira, mais je pense que les 3/4 des Français sont favorables à l'usage des systèmes référendaires. Moi, ça me choque sur le plan du fond, parce qu'on élit des gens pour qu'ils prennent des positions, etc. Et ça choque aussi dans la mesure où on dit, voilà mon programme et je l'appliquerai de toute façon. Et voilà qu'on maintenant rajoute des référendums. Mais quand même, moi je trouve que c'est plus intéressant ce qui va se dire sur le régalien que sur l'économie. Parce qu'en réalité, le politique n'a plus grand pouvoir sur l'économie, en réalité. Alors que sur le régalien, c'est vraiment... Ils ne le savent pas complètement, il ne faut pas trop le dire. Non, il n'a plus trop de pouvoir. Mais enfin, non, mais il y en a, évidemment, le cadrage est très important. Mais l'orientation, baisser la courbe du chômage, comme s'y engageait M. Hollande... Oui, mais rappelez-vous qu'en 2007, Sarkozy avait donné un chiffre à quel niveau il remettrait le chômage en 2012. Bon, alors que sur le régalien, il y a pratiquement tout le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir a le pouvoir sur le régalien. Ne croyons pas que le régalien est gratuit, si je dis ça simplement, parce qu'on veut baisser le nombre des fonctionnaires, mais le régalien, c'est pas que des lois, c'est des hommes pour l'appliquer. On va poursuivre notre débat. Je vous donne tout de suite la parole. Je vais simplement préciser à nos téléspectateurs que notre édition spéciale se poursuit, que dans quelques minutes, nous attendons tout simplement le début, le top départ de ce premier débat de la primaire de la droite et du centre. Et dès que les différents candidats sont prêts, eh bien, vous pourrez suivre cette confrontation sur notre antenne. On poursuit le tour de table. Emmanuel Soufi, peut-être votre avis, oui, sur cette démocratie référendaire. Est-ce que c'est un gros mot, quel que soit le sujet d'ailleurs? Oui, c'est juste parce que si on prend le cas dans l'entreprise, la plupart des candidats veulent aussi instaurer les référendums d'entreprise et non pas à l'initiative des syndicats majoritaires comme c'est le cas dans la loi El Khomri, mais à l'initiative de la direction, c'est-à-dire que le DRH, la direction qui souhaite faire passer un projet d'accord, pourrait le faire en passant par le référendum et donc en coupant un peu l'herbe sous le pied des syndicats. Je reviens sur l'antisyndicalisme qui demeure dans la plupart des programmes. Donc oui, comme vous disiez, le référendum, aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est la poudre magique qui va permettre de faire adopter des projets. En même temps, regardez en Angleterre, ce qui s'est passé, on peut s'y casser les dents quand même sur le référendum. Oui, c'est souvent un boomerang. Souvent, les Français ne répondent pas à la question posée. Rappelez-vous le référendum du 29 mai 2005 que Nicolas Sarkozy n'avait pas complètement respecté, compte tenu de la signature du traité de Lisbonne en 2008. Et là, beaucoup de Français s'en souviennent. Bon, il nous reste quelques minutes. Je voudrais avoir, en guise de conclusion, votre avis sur ce que vous attendez, peut-être pas plus personnellement, mais ce que vous attendez en tant qu'expert depuis vos différents postes d'observation de ce premier débat ce soir. Jean Garry. Écoutez, au fond, moi, j'en attends pas grand-chose. Si ce n'est la confirmation des positions acquises, c'est-à-dire que Alain Juppé nous montre qu'il est dans une situation de stress, cette posture d'autorité, de calme, d'apaisement, et qu'il montre aux électeurs susceptibles d'aller se joindre aux voix des militants républicains, justement qu'il est capable de parler une musique un tout petit peu différente de celle que nous propose Nicolas Sarkozy, qui a placé d'emblée le terrain, je finis juste là, sur une évolution quand même historique de la droite républicaine. C'est-à-dire qu'on est dans une droite, alors qu'il appelle la droite décomplexée, etc., identitaire, sécuritaire, qui, dans les débats classiques de l'histoire des présidents, est quelque chose de tout à fait nouveau. Jean-Luc Gombault, j'allais vous dire Nicolas Sarkozy. J'attends beaucoup des confrères. Parce qu'en réalité, c'est quand même quelque part, enfin j'espère, par exemple, vous l'aviez signalé tout à l'heure, personne ne parle de l'Europe. Y aura-t-il une question sur l'Europe? Comment on va négocier le Brexit, par exemple? C'est très, si vous étiez là, François. Non. Ils font certainement très bien le travail. Mais je ne sais pas si la maquette est faite d'avance, si ça a été entendu sur les questions et les réponses. Mais ce sont des questions majeures. Par exemple, autre question rapidement qui concerne qu'elle parle. Madame Merkel a pris la décision que les salariés qui viennent de l'Union européenne n'auront plus
de minima sociaux s'ils ne trouvent pas du travail? Voilà une question aussi qui intéresse beaucoup les gens. Frédéric Dabi aussi, Je vais en faire, quelques secondes. très vite. Professionnellement, je n'attends pas grand-chose car un débat n'inverse pas le cours d'un rapport de force électorale, mais ce sont des moments de vérité. Et là, on est quand même sur l'exercice le plus inédit vu au cours des 30 dernières années. Moi, je dirais juste 2 mots. Un candidat ou une candidate qui rassure et qui soit un peu porteur d'espoir. Voilà, merci à vous. Nous arrivons au terme de notre débat. Dans quelques instants, place donc à la première confrontation de cette primaire de la droite et du centre. On vous le rappelle, ils sont ce soir 7 candidats. 7, et bien pour une seule place à la fin de la course. On va se retrouver juste après pour le grand débrief. Ce sera à partir de 23h30. Nous serons avec notamment Frédéric Dabi, d'autres invités. Il y aura également Parole de jeunes. Vous le savez, ce débat que nous avons l'habitude de diffuser le jeudi. Tout de suite, ce premier débat de la primaire de la droite et du centre. C'est à suivre en direct sur Public Sénat. Ils sont 7.